salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde. D'ailleurs, les gens de YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. N'hésitez pas à venir là, vous allez avoir l'alerte, là, le petit bandeau qui va dire la page Twitch. N'hésitez pas à venir, je stream le mercredi, le vendredi et le dimanche, si Dieu veut, entre 17h et 20h. Donc n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse échanger, débattre. Je suis beaucoup plus actif que je le suis sur YouTube. YouTube, parfois, je prends le temps d'aller répondre à 4-5 commentaires, mais c'est assez rare. Venez sur Twitch si vous voulez qu'on ait plus d'échanges et de discussions. Maintenant, on va regarder, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais la France est en PLS, enfin la France. Les fascistes sont en PLS parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti et qui montrerait que les musulmans de France sont devenus des islamistes ou alors sont des islamistes. Et ben, je vous propose qu'on aille voir ce sondage. Moi, j'ai regardé, mais vraiment très vite fait, mais vraiment en mode bon soupçon. On va voir ce que donne ce sondage, d'accord? Alors, moi, il y a juste un truc que j'avais vérifié au départ. Donc, il est là, le sondage, regardez. Donc, c'est celui-ci. État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France, ok? C'est un sondage fait par l'IFOP qui a été commandé par Écran de Veille. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce que c'était Écran de Veille. Écran de Veille, regardez-moi ça. Ça fait un peu peur. À qui profite l'islamisation de la Palestine? C'est vraiment des trucs assez islamophobes. Un cauchemar français, voyons, mineur ultra-violent. Ça m'a l'air assez réac, quoi. Ça m'a l'air assez réac comme journal. Annexion sans frontières, colonialisme 2.0. Ah, est-ce qu'on peut voir c'est quoi le colonialisme? Genre, on peut pas voir. C'est pas possible de voir qu'est-ce qui est traité dans le numéro. Est-ce qu'on peut avoir... Comment on voit ce qui est traité dans le numéro? C'est quoi? On doit vous faire confiance? C'est quoi ce truc de merde là? Résistance au fanatisme, ils ont écrit. Oui, c'est fanatique. Oui, oui, oui. Le mensuel pour résister au fanatisme. Alors, vous verrez que c'est surtout un fanatisme... Vraiment les musulmans d'abord. Hein. C'est surtout les musulmans qui sont visés. Qui sommes-nous? Ok. Ok. Écran de veille, qui sommes-nous? Ok, pas de description. Ok, le mensuel. Mais en fait, comment ça se passe? C'est quoi ce magazine de malade là? Résumons, un magazine sorti en plein procès de l'attentat du Bataclan, une hostilité déclarée face aux frères musulmans et au Qatar, des articles très hostiles à la Turquie, des regrets de la désertion américaine en Afghanistan, l'hostilité également vis-à-vis du Hamas, une émanation du monde anglo-saxon. On secoue et ça donne quoi? Un magazine néoconservateur d'influence sorti pour l'occasion. Inspiré par qui? Au choix, Israël, l'Arabe. Mais c'est quoi aussi ce site? Observatoire du journalisme. Bref, c'est trop bizarre. Le magazine est trop bizarre, mais ça a l'air d'être un magazine assez conservateur, assez réactionnaire et plutôt islamophobe. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. C'est toujours intéressant de savoir qui a commandé ce rapport. Et Écran de Veille, bon ben voilà quoi, ça m'inspire pas confiance, mais ça veut pas dire que le rapport est mauvais. On va voir ce que donne le rapport. Magazine consacré à la lutte contre l'islamisme et les dérives sectaires. Ah ouais, non mais voilà quoi. Bref, bon, voilà. On voit à peu près, ouais, les néoconservateurs, on voit à peu près la ligne. Alors, c'est parti. Moi, je veux voir les questions surtout. C'est ça qui m'intéresse. Je veux voir les questions qui sont posées et tout. Et les résultats. On va zoomer un petit peu et c'est parti. Alors, combien de musulmans en France? Alors, il y a 43% de catholiques, 4% de protestants. Il y a seulement 4% de protestants? Ah ouais, mais en fait, les cathos, vous avez décimé les protestants, en fait. D'accord. 4% de protestants évangéliques. Après, je veux dire, quand tu as 43% de catholiques, combien sont vraiment pratiquants? Je ne sais pas. 7% de musulmans. Bon, le grand emplacement, il a encore, vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a des paniques morales sur la charia en France, sur le grand emplacement, sur le califat islamique, même une enquête un peu islamophobe, même une enquête avec des tendances où tu es un peu... Ils sont en mode, bon, il y a 7% de musulmans. Voilà. 7% de musulmans en France et 37% de sans religion. Ah ouais, j'aurais imaginé beaucoup plus. Mais regardez, en fait, ça a grave baissé. Alors, de 2009 à 2025, attends, 2009, il y avait 60% de cathos et on est... Ah ouais, mais pourquoi ça a chuté autant en 7 ans, là? Attends, en 7 ans, on est passé de 60 à 48%? C'est énorme, non? C'est Benoît XVI, ça refroidit plein de gens. Mais c'est... Oui, après, les cathos, c'est les baptisés. T'es ni les croyants ni pratiquants. Oui, mais c'est chelou, quoi, cette chute-là. Et donc, on est passé de 4 à 7%. On était 4% en 2009 et on était 7% en 2025. Ok, 7% de musulmans. L'augmentation n'est pas extraordinaire, quoi. Il y a eu une plus grande augmentation d'athées
que de musulmans en France. Donc, à la rigueur, si vous devez être inquiet, les catholiques d'extrême droite, c'est sur la montée de l'athéisme plutôt que sur la montée des musulmans, j'ai envie de dire. Alors, évolution, là, c'est 85 à 2025. Attends, en 85, il y avait 0,5% de musulmans. Genre, en 1985, je rappelle qu'il y avait déjà l'extrême droite qui était en folie sur les Arabes et qui disait déjà que les musulmans envahissaient la France, nanana, et tout. Il y avait 0,5% de musulmans en 85. Ça me paraît... Les gens, je pense qu'il y a des problèmes, des biais dans la manière de mener l'enquête et tout, parce que ça me paraît exagérément petit, 0,5%. Regardez, même 1995, 2000, on était 2% de musulmans en France. C'est trop chelou. Les gens, on est d'accord que c'est trop chelou. 95, 1%. Je me rappelle, il y avait déjà des unes, genre Marianne avec voilée et tout. Ouais, c'est déclaré. Ouais, il doit y avoir, il y a des billets de malades, quoi. Bref, et les cathos, vous êtes en train de chuter. C'est une catastrophe. Vous avez perdu 40 points en 40 ans. Un point par an. Les cathos, faut se réveiller là. Hein. Faut se réveiller parce que de l'autre côté, là, les athées vont vous dépasser là. Là, la France va être un pays de couffards en fait. Vraie question, les cathos d'extrême droite. Vous préférez que la France, elle soit en majorité athée ou musulmane? Je pense qu'ils vont dire athée. Je pense qu'ils préfèrent... parce que là, pour eux, ils sont déjà dans un pays athée avec la laïcité. J'imagine que c'est ça. Ou ils vont dire, ah non, je sais ce qu'ils vont dire. Athée parce qu'on ne sera pas opprimé alors que musulmans, on sera opprimé, on sera des dhimmis et tout. Je pense que c'est ça. Oui, il y a un problème dans cette enquête parce que là, en 2000, il y avait 0% de juifs. Hein. C'est trop chelou. Alors, combien d'islamistes? C'est quoi? Waouh! Oh, ça a démarré. Oh, direct! Combien d'islamistes? Est-ce qu'on a une définition de ce que c'est islamiste? Est-ce que quelque part dans l'enquête, il y a un truc de islamiste, c'est ça? Est-ce qu'on a par musulman, 15 ans? Je crois qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est islamiste, on est d'accord? On ne sait pas trop. Bon, islamiste. Allez, on y va pour islamiste. Donc, combien d'islamistes? Combien d'islamistes? Musulmans en France. 44% des musulmans sondés sont pour qui le respect des règles de l'islam est plus important que celui des lois françaises. Non, mais ça, c'est encore le truc. Ça, les gens... Ça, j'ai déjà répondu 150 fois. Tu demandes à un athée, c'est quoi le plus important entre respecter son éthique et respecter les lois? Je pense que la majorité des personnes préféreront respecter leur éthique, leurs valeurs morales, plutôt que leurs lois. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui a été attribuée à Einstein, mais que je pense qui est apocryphe, qui disait « Si l'État te dit de faire quelque chose qui est contre ta conscience, ne le fais pas ». Et par exemple, on pourrait imaginer que s'il y a une dérive fasciste, il y a des choses que je ne vais pas faire, même si l'État me le demande. Par exemple, Cédric Herrou préfère recueillir des personnes, des réfugiés qui sont en danger de vie, plutôt que de respecter les lois de l'État français qui lui demandent de « Ah non, tu les laisses crever ». Voilà. C'est pas quelque chose qui est spécifique aux musulmans. De se dire, j'ai une morale, on ne sait jamais ce que seront les lois françaises. Je préfère respecter ma morale plutôt que les lois françaises, parce que les lois françaises peuvent être contre la morale. Il y a un moment donné, l'avortement était interdit en France. Eh bien, des gens, ils ont dit, ah non, je refuse de respecter les lois françaises. Je préfère prioriser mon éthique, prioriser ma morale et dire que les femmes ont le droit d'avorter et je vais pratiquer des avortements quand bien même la loi française me l'interdit. Voilà, même en ayant ça en tête, c'est-à-dire que je pense que pour n'importe quel religieux, les lois de Dieu, ce que tu penses être les commandements de Dieu sont plus importants que les commandements de la République, de Macron, que sais-je. C'est logique pour tout le monde. Et je trouve que même là, 44%, c'est pas énorme. Je suis en mode oui, bon. 44%, ok. Sachant que, en fait, la vraie question, ce serait de savoir à quel moment les musulmans respectent plus l'islam que les lois de la République. À quel moment il y a une contradiction entre l'islam et les lois de la République. Et si, par exemple, ça va être porter le voile, je suis en mode, ça va, il y a plus grave, quoi. Il y a des musulmans, ils sont en mode, je préfère porter le voile que pas le porter parce que la République me l'interdit. Je suis en mode, ça me dérange pas. Tu vois? À quel moment ils décident de pas respecter les lois de la République? Et il faut pas confondre légal et légitime. Il y a des choses qui peuvent être légales et qui sont illégitimes. Il y a des choses qui peuvent être illégales et qui sont légitimes. Je reprends l'exemple de l'avortement. Il y a une période où l'avortement en France était illégal. Ça ne veut pas dire que c'était légitime comme loi. Il y a une période pendant très longtemps en France où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je trouve que ce n'était pas légitime. Voilà, on rappelle. Alors, 38% approuvent au moins quelques-unes des positions islamistes. Lesquelles?
Déjà, définissez-moi ce que ça veut dire islamiste et quelles sont les positions islamistes qu'ils approuvent. Attendez, il y a la question là. Vous-même, quelle est votre position sur les islamistes? Qui diriez-vous que vous approuvez la plupart de leurs positions? Vous approuvez seulement quelques-unes de leurs positions ou que vous désapprouvez l'ensemble de leurs positions? Mais c'est quoi cette question de conne? Je veux dire, des musulmans, tu leur dis est-ce que vous approuvez quelques positions des islamistes? Et par exemple, les islamistes vont se dire que, je sais pas, on pourrait avoir un temps de pause pour faire la prière, tu vois. Ils vont dire ah, bah, il y a des trucs que je trouve ça cool. Et ça y est, c'est des islamistes, les gens. Mais c'est quoi cette question de teubé? Qui sont les islamistes et donnez-nous des exemples de positions sur lesquelles on devrait être d'accord ou pas d'accord. Là, juste, vous approuvez la plupart de leurs positions, seulement quelques-unes de leurs positions, vous désapprouvez l'ensemble de leurs positions. Pour eux, il faudrait désapprouver l'ensemble des positions des islamistes. Prenons les frères musulmans en Arabie Saoudite ou dans le Moyen-Orient. Les frères musulmans en Arabie Saoudite, par exemple, vont être contre la dynastie Saoud et contre le pouvoir dynastique avec l'idée qu'il faut plutôt des élections. Bah, moi, je suis plutôt être d'accord avec eux. Donc, est-ce que ça me range dans un islamiste? Voilà, faut préciser un peu plus. Quelles sont les propositions islamistes là, que vous me dites et quelles sont les positions islamistes pour qu'on puisse vraiment se positionner, quoi. Ça n'a aucun sens. Cette question n'a aucun sens. Je pense qu'un musulman, il va dire, bon, bah, je sais pas, il va dire qu'un islamiste va dire que quand même, faudrait qu'on ait le droit de prier, faudrait qu'on ait des mosquées, faudrait qu'on ait le droit de faire le ramadan, faudrait qu'on puisse. Ah, tout simplement, je pense que la majorité des gens vont se dire, bah, je sais pas, les islamistes vont se dire que les femmes voilées peuvent travailler avec leur hijab. Bah, je suis plutôt d'accord avec ça. Il faudrait que les femmes musulmanes en France qui portent la hijab aient le droit de travailler avec leur hijab. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Et ça y est, avec l'IFOP, vous êtes d'accord avec les islamistes. Vous voyez à quel point c'est débile, c'est vraiment les sondages de teubé. 33% éprouvent de la sympathie pour des mouvances islamistes. Alors, la question, c'est de manière générale, quel sentiment éprouvez-vous à l'égard de la mouvance des frères musulmans, du salafisme, du wahhabisme, du takbir, du takfir, du djihadisme? Oh putain, mais ce sondage, non mais c'est une catastrophe, Mais en plus, en fait, il faut savoir que les musulmans de France ont une autre vision de ce que vous appelez les frères musulmans. Hein. Ils ne pensent pas qu'il y a une organisation frères musulmans en France, mais par exemple, pour certains, IQCN va être considéré comme plutôt proche, ou plus ou moins proche de la mouvance frères musulmans. Ils vont avoir plutôt une bonne opinion de IQCN, ils vont se dire, bon bah ça va quoi. 15% pour qui la charia doit s'appliquer intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. La question, c'est, pour vous, la loi musulmane, la charia, bon, déjà, la loi musulmane de la charia, c'est une manière d'interpréter ce que veut dire charia. Bref. Et la loi musulmane, qu'est-ce que ça veut dire, la loi musulmane? Je veux dire, faut arrêter les gens de penser qu'il existe une loi musulmane. Tu sais, il y a les gens, ils sont persuadés qu'il y a le livre de la charia qui te dit les lois à appliquer, la loi musulmane, quoi. Doit être appliquée intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit, appliquée en partie, mais on peut adapter aux règles du pays où on vit, ou elle ne peut pas s'appliquer dans les pays non musulmans. Donc là, on aurait 8% des musulmans. Alors, 15% pour qui la charia doit s'appliquer intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. Donc, ça veut dire que parmi les 7%, il y aurait 15% parmi les 7% de personnes qui penseraient qu'il faudrait vivre sous la charia. Et encore, il faudrait savoir ce que c'est la charia. Voilà. Je pense que ça va aller. Je pense que le danger islamiste, 15%. 15% des 7% de musulmans. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense, vous pouvez vous détendre. Hein. Vous pouvez vous détendre. Hein. Je pense qu'il y a plus de gens qui croient que la Terre est plate en France. Hein. Vraiment. On a plus de chances que ceux qui stipulent l'idée selon laquelle la Terre est plate deviennent majoritaires que les gens qui veulent appliquer la charia en France. Il faut vous dire ça. Il faut vous dire à quel point vous êtes dans un délire. Les gens, regardez. Je crois que j'avais oublié de mettre ça. Sachant aussi que là, il y a les 15-24, il y a 21%. Donc, il y a vraiment les 15-24 qui augmentent les résultats de ce sondage. Et on sait tous que plus tu grandis, plus tu es en mode, bon, on va se calmer. Mais pas seulement sur la religion, hein. Surtout, hein. Je veux dire, quand tu es un jeune, tu découvres quelque chose, tu es un forceur de ouf. Tu es un putain de forceur. Que ce soit sur le marxisme, sur l'athéisme, sur toutes les idéologies. Tu es jeune, tu as 15 ans, tu découvres des trucs et tout. Tu fais le forceur. Donc, je suis en mode, ça va, hein, tranquille. Alors,
Combien de fréristes? Le halo du frérisme. Alors, 24% des musulmans qui éprouvent de la sympathie pour la mouvance des frères musulmans. Voilà. 24% des 7% qui éprouveraient plutôt de la sympathie pour la mouvance des frères musulmans, quand pour eux, c'est loin du cliché de les terroristes d'extrême droite, Daesh, mais ça va être des imams comme Iqiyoussen. Je suis pas choqué. Je suis tranquille. Voilà, je suis bon, ok. La question, c'était, de manière générale, quel sentiment éprouvez-vous à l'égard de la mouvance des frères musulmans? De l'hostilité, de la sympathie, de la différence, connaît pas. 23% se sentent proches du courant de pensée des frères musulmans et 13% qui se sentent proches de l'association des musulmans de France. C'est que chi. Partons même du principe que les frères musulmans seraient un danger. Partons de ce principe-là, que 13% des 7% de musulmans se sentent proches de l'association des frères musulmans en France. Surtout que beaucoup de frères musulmans sont des pro-démocratie. Mais oui, non, mais ça, les gens... Dire, mais même dans leur délire de danger des frères musulmans, ce résultat ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés, notamment par les mouvements d'extrême droite. Si tu veux vraiment faire une panique, va voir dans les classes populaires blanches l'attrait pour les idées d'extrême droite. Je ne pense pas qu'on soit à 13% et ce n'est pas le même pourcentage. C'est-à-dire que ça serait 30% de la population et je pense qu'on a d'autres résultats. Allez, on continue. Rapport à la religion, indépendamment du fait que vous pratiquez une religion, diriez-vous que vous êtes quelqu'un de religieux, quelqu'un de non religieux, mais qu'est-ce que vous entendez? Là aussi, je veux dire, ces questions, elles sont très... Qu'est-ce que tu entends par religieux? C'est quoi un musulman qui... je pense que pour eux, c'est non pratiquant. Mais même non pratiquant, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des musulmans qui vont se dire, je suis pratiquant parce que je fais mes 5 prières par jour. Et là, tu auras aussi la différence. Il y a des gens qui vont dire, non, je ne suis pas pratiquant parce que je ne fais pas mes 5 prières par jour. Par contre, je suis religieux dans le sens où je m'impose des interdits par rapport à ma religion. Tu vois, je ne vais pas manger de porc, je ne vais pas boire d'alcool. Effectivement, je ne fais pas la prière, mais je suis quelqu'un de religieux. Il y en a d'autres qui ne font pas de pratique, mais qui se sentent très religieux avec l'idée que vraiment Dieu est important dans leur vie, est important dans leur conception morale. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est ultra flou. Alors, parmi les musulmans qui vivent en France, il y a 1% d'athées convaincus. Why not? Why not? 80% des Français musulmans se déclarent comme quelqu'un de religieux, contre 88% en moyenne chez l'ensemble des adeptes d'autres religions. Il ne faut pas oublier non plus que 80% de 7% de la population. Il faut rappeler aussi l'échelle de valeur sur laquelle on se place. Et j'ai envie de dire, et alors? Et donc, qu'est-ce qu'on doit conclure du fait que les musulmans se sentent encore religieux? Alors ça, les gens, j'avais vu, il faut m'expliquer. En fait, il faut m'expliquer parce que là, il y a un focus sur le profil des musulmans se déclarant comme quelqu'un de religieux. OK? Quelqu'un de religieux. OK. Note de lecture. 87% des musulmans âgés de 15 à 24 ans se déclarent religieux. Donc là, on comprend que les 15-24, ils sont 87% à se déclarer religieux. OK. On va voir les chiffres qui surlignent pour voir c'est quoi les choses qui les ont interloqués. Oula, regardez, là, c'est surligné en jaune, donc c'est très important. Regardez, vous ne le saviez pas, mais 94% des femmes qui portent le hijab se disent religieuses. Sans plaisanter. Moi, ce que je trouve bizarre, que ce soit seulement 94%. Genre là, ils ont mis... mais regardez ça, 94% des femmes qui portent le hijab se sentent religieuses. Mais... Oui, ça me paraît logique. Même, je me demande comment ça se fait que c'est pas 100%, mais oui, je pense que vraiment, pour faire l'acte de porter le hijab, surtout quand tu es en France et que c'est interdit, tu dois à minima te sentir religieuse, oui. Mais c'est quoi ce sondage de con? En fait, comment ça se fait qu'il le surligne? Qu'est-ce qui doit nous interpeller là-dedans? Alors, fréquentation des mosquées le vendredi. 74% des gens qui ne vont pas à la mosquée se sentent quand même religieux. Oui, à quel point c'est flou le terme religieux. Qu'est-ce que ça veut dire religieux? Je veux dire, le vendredi, c'est même pas fréquenter la mosquée tous les jours. Fréquenter la mosquée le vendredi. Sachant que dans la doxa marxiste, aujourd'hui le consensus marxiste, dans le doxa musulmane, dans le consensus musulman, c'est obligatoire pour les hommes d'aller à la mosquée le vendredi. Je veux dire, le fait que 74% des gens qui ne vont même pas à la mosquée le vendredi, se sentent quand même religieux, ça veut dire à quel point ce terme est plastique. C'est-à-dire,
ça nous renseigne sur pas grand-chose. Le mot est trop flou. Trop flou pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Là, je croyais que 90% des musulmans religieux disent avoir une sympathie pour le takfir, pour le wahhabisme ou pour le salafisme. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que 88% des personnes qui déclarent avoir de la sympathie pour le salafisme, on ne sait pas c'est combien de pourcentage parmi les musulmans de gens qui ont de la sympathie pour le salafisme ou le wahhabisme. Parmi eux, 88% se disent religieux. Ok. C'est vraiment... Moi, je pense que... Vous avez vu la lecture que j'ai eue et pourtant, j'essaie parfois de faire attention. Je suis sûr, il y a plein de gens qui ont pensé ça, qui ont pensé comme moi que là, tu lisais que 88% des religieux ont de la sympathie pour le wahhabisme et pour le salafisme. Mais c'est pas du tout ça le truc, quoi. Alors, on continue. C'est un nouveau mot, on continue. Le degré de religiosité. Ok. Donc ça, c'est déjà autre chose que vous sentez-vous religieux. Donc là, il y a le degré de religiosité. 5% se déclarent extrêmement religieux, 19% très religieux, 52% plutôt religieux. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir c'est quoi pour eux la différence entre extrêmement religieux et plutôt religieux. Parce que là, on a des déclarations de principe. Attends, on va voir la question. Ouais, êtes-vous, et plus précisément, direz-vous que vous êtes... en fait, la question, c'est juste, tu appelles les musulmans, tu leur dis, vous êtes plutôt extrêmement religieux, très religieux, plutôt religieux, ni religieux, ni non religieux. Mais comment tu arrives à... Ce qui serait intéressant... Parce que ça, c'est le problème du quantitatif. Tu as plein de résultats. Tu peux plus facilement des statistiques avec le quantitatif, mais tu ne vas pas dans la profondeur. Ce qui serait vraiment passionnant, qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir une enquête qualitative pour comprendre, pour ces musulmans, quelles sont les différences. Pourquoi il y a des musulmans qui vont se dire plutôt religieux et pourquoi il y a des musulmans qui vont se dire très religieux. Et est-ce que tous les musulmans qui se disent très, très religieux ont la même définition, ont la même interprétation de ce qu'ils entendent par très religieux par rapport à ceux qui se disent plutôt religieux? Là, ok, quand tu leur demandes, tu as 50% des personnes religieuses, personnes musulmanes qui se disent religieuses, qui se disent plutôt religieuses. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce qu'on doit en conclure de ça? C'est trop bizarre. 24% des Français musulmans se disent extrêmement ou très religieux. Mais regardez un soufi. Un soufi qui passe 10 heures par jour à prier, à avoir une vie d'ascète. Ben, il va se dire, j'imagine, extrêmement religieux. Et donc, je comprends pas. Et donc, plutôt les 15-24. Donc ça, on a toujours les gens, comme partout, tu as les jeunes qui sont plus radicaux que les autres. Faut dire. Je pense que tu peux retrouver ça un peu partout. Le fait que tu as une plus grande radicalité dans l'expression de ta religion ou de ton idéologie chez les jeunes. Ok. Ah d'accord, il y avait un truc, je voulais voir ça. Regardez ça, c'est intéressant. Sur le profil des musulmans se déclarant comme religieux, il y a une plus grande proportion de musulmans qui sont dans des quartiers où il y a de 5 à moins de 8% d'immigration, alors que quand il y a 20% d'immigration, c'est seulement 78% qui se disent religieux. Comment ils interprètent ça? C'est chelou, non? C'est là où il y a un peu moins d'immigration, de 5 à 8%, qu'il y a le plus de personnes se déclarant religieuses, que quand il y a 20% ou plus d'immigration, c'est seulement 78%. Intéressant de voir l'environnement, comment ça joue. Et j'imagine que tu en as certains, vu qu'ils vivent dans des endroits où il y a moins de musulmans, bah, ils vont investir un peu plus la religion et la religion va faire un peu plus partie de leur identité, notamment parce qu'ils vont plus y être envoyés et que ça va être une spécificité dans un endroit où il y a peu de musulmans, quoi. Voilà, il y a plein de résultats. Vraiment, les enquêtes statistiques comme ça, tu n'apprends pas grand-chose, quoi. Ah, ils ont surligné ça. Proximité avec la pensée des frères musulmans, 37%. Donc, dans les 24% de très religieux, il y en a 37% qui seraient très proches des frères musulmans. Partons du principe que ce serait très problématique d'être très proche de la pensée des frères musulmans. Allons dans cette logique-là. Au final, il n'y aurait que 37% des très religieux qui représentent 24% des 7% de musulmans qui se sentent proches des frères musulmans. Tu lis ces résultats d'une manière non raciste et t'es en mode « Ok, bon, mon cerveau chauffe là. » La fréquence de la prière. En dehors des offices religieux, à quelle fréquence? Mais c'est quoi l'intérêt de cette question? Faut m'expliquer sur l'islamisme, c'est quoi l'intérêt de cette question? Pourquoi il y a une question sur genre c'est être islamiste de prier? Parce que je rappelle, attendez, c'est quoi le titre de l'enquête? État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans en France. Ok, on va dire c'est le rapport à l'islam.
Donc, on va voir la prière, parce que la prière, c'est un des piliers de l'islam. Et normalement, c'est obligatoire la prière. Ok, si tu veux être un bon musulman, tu dois faire tes 5 prières par jour. Donc, en dehors des offices religieux, à quelle fréquence vous arrive-t-il de prier? Normalement, un musulman lambda, il doit prier, je veux dire, dans le consensus, quelqu'un qui est musulman, genre, il doit prier 5 fois par jour. C'est pas de l'extrémisme, hein, les gens. Hein. C'est pas de l'extrémisme, parce que là, on a l'impression, c'est être extrémiste de prier 5 fois par jour. Normalement, dans le consensus musulman, c'est la normalité de prier 5 fois par jour. Si tu es musulman, pratiquant, tu pries 5 fois par jour. Ok, c'est une banalité. 5 fois par jour, 52%. Donc, 52%, un peu plus de la moitié des 7% de musulmans en France prient 5 fois par jour. Pour vous dire le niveau de religiosité et tout qu'il y a. Je veux dire, les gens, pour moi, cette enquête devrait être plutôt analysée pour que les gens arrêtent leur panique morale sur l'islamisation de la société. Seulement 52% des musulmans en France, qui sont 7% de la société, prient 5 fois par jour. Alors que c'est l'un des piliers de l'islam. Et même ça a baissé. Regardez-moi ça. Ça a baissé par rapport à 2019. 2019, on était à 56%. On est même dans une désislamisation de la France. Il y a une désislamisation des musulmans français. Les gens, non mais attendez, il y a des gens qui ont été, il y a les médias qui ont été paniqués par ce rapport. C'est un enfant de vouloir prier dans ces sociétés. Bah oui, sachant que c'est difficile. J'imagine que t'en as beaucoup, ils ont moins prié parce que c'est beaucoup plus difficile de prier, quoi. 1 à 4 fois par jour, il y a 10%. Plus d'une fois par semaine, 4%. Jamais, 12%. Plusieurs fois par an. Alors, sachant que jamais, c'est genre, même pas au moins une fois par an. Plusieurs fois par an, c'est que tu vas au moins, par exemple, tu vas faire l'Aïd. Tu vas faire l'Aïd, sur les fêtes religieuses, tu vas à la mosquée. Et ben, il y en a, je veux dire, les résultats sont pas inquiétants, quoi. Et partant du principe que faire la prière est inquiétant. Hein. Ah, d'abord, selon l'âge. Donc, les 50 ans ou plus prient moins et les moins de 25 ans prient beaucoup plus. D'accord. En 2001, il y avait 21% des 25 ans qui priaient 5 fois par jour. Et là, il y a 67% des 25 ans qui prient 5 fois par jour. Donc, il y a un retour de la pratique religieuse chez les moins de 25 ans. Ok. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit inquiéter les gens. Le fait que les musulmans de moins de 25 ans en France se mettent à prier 5 fois par jour. On va voir la suite sur le profil des musulmans qui prient ou pas en dehors des offices religieuses. Ce qu'il faudrait qu'ils nous disent, c'est pourquoi c'est une donnée importante de savoir le profil des musulmans qui prient ou pas en dehors des offices religieuses. Pourquoi c'est une donnée importante dans une enquête sur l'islamisme? Mais on va voir. Oula, on a surligné ça. Regardez, on a surligné ça. Saviez-vous que 81% des personnes qui se disent très religieuses prient 5 fois par jour? C'est dingue. Et là, 46% des personnes non religieuses ne prient jamais. Oh ouais. C'est bien de le surligner parce que ça nous apprend beaucoup de choses. La fréquentation de la mosquée, évolution depuis 89. Ok, ça augmente et ça baisse un petit peu. En fait, ça augmente aussi parce qu'il y a de plus en plus de mosquées, en fait. Il y a de plus en plus de mosquées, donc effectivement, les gens fréquentent de plus en plus les mosquées. Si tu mets plus de places, et vu que les gens demandaient des places, les gens vont plus en plus à la mosquée. Donc, fréquentant la mosquée le vendredi, ça a augmenté, ça, c'est l'ensemble des musulmans. Donc, tu avais 38% en 2016 et en 2025, tu as 35%. Donc, on a encore, j'enlève le chat 2 secondes, on a encore une désislamisation des musulmans entre 2019 et 2025, il faut le savoir. Voilà. Et il y a une augmentation de la fréquentation des mosquées pour les moins de 25 ans et une baisse pour les 50 ans ou plus. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. D'avoir des données qualitatives et d'aller voir, par exemple, des plus de 50 ans qui allaient à la mosquée et petit à petit n'y sont plus allés. Quels sont les facteurs? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont perdu foi? Est-ce que c'est le fait que c'est plus difficile pour eux d'aller à la mosquée? Est-ce que c'est le fait que ça les fatigue? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont des problèmes de santé? Est-ce que c'est le fait que les mosquées ne sont pas assez accueillantes pour eux? Est-ce que c'est le fait, oui, il y a le mal au dos. Je veux dire, un prêche, en vrai, les gens, un prêche, ça peut être long, hein. Quand tu es assis par terre et tout, voilà, il faut voir quels sont les facteurs qui font que les moins de 50 ans fréquentent moins les mosquées. Moi, ça m'intéresserait en vrai. Sur le profil des musulmans qui fréquentent la mosquée le vendredi, 52% sont des hommes. Mais oui, mais c'est normal que ça va être en majorité des hommes parce que dans l'orthodoxie musulmane, c'est obligatoire pour les hommes et c'est facultatif pour les femmes.
La réponse est là. C'est réglé. Voilà. Donc logiquement, oui, tu vas avoir potentiellement plus d'hommes que de femmes. Alors 48% sont étrangers d'un autre pays. Ok. 55% sont très religieux. C'est dingue. Ok, bon. Et on part toujours du principe. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ces questions, on a presque l'impression que tu as tout de suite la suspicion avec cette enquête. On dirait presque que c'est un problème qu'il soit allé à la mosquée. Je vous jure, c'est trop chelou. On dirait presque que c'est suspect que tu ailles à la mosquée. Les gens, j'avais pas vu l'heure. Est-ce que ça vous dit qu'on finisse cette enquête vendredi? Vas-y, on finit l'enquête vendredi. Donc, salut YouTube, salut. Il y a eu une petite pause pour vous. Il n'y a pas eu de pause. Mais en fait, en vrai, sur Twitch, on a eu une pause de 2 jours parce que j'avais une émission. Mais on reprend la lecture du sondage. Donc, pour vous, en fait, vous dites, mais pourquoi il fait ça? C'est pas... On s'en fout, nous. La vidéo continue. Nous, il y a eu, il y a rien eu. Il y a eu 2 secondes de séparation entre ce que tu disais avant et maintenant. Et bah oui, c'est la magie du montage. Mais juste pour expliquer pourquoi j'ai changé de tenue, pourquoi j'ai une veste, pourquoi peut-être le fond il a changé. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. On va continuer la lecture du sondage. En fait, ce qui est intéressant en fait dans le sondage, c'est pas tant de savoir la pratique parce que en fait, ce qu'ils ont noté, c'est pourquoi le nombre de prières par jour, la fréquentation de la mosquée, il y avait ces questions-là, c'est est-ce qu'ils se disent religieux ou pas. Ce qui est intéressant en général sur les sondages, c'est que ça nous dit très peu sur les enquêtés, mais ça nous dit beaucoup sur les enquêteurs. Et c'est d'ailleurs l'une des premières règles que tu apprends en sociologie, de faire la sociologie du sociologue. Et donc, ce qui est intéressant à analyser aussi dans cette enquête et dans ce sondage, c'est les représentations des enquêteurs. Et les questions qu'il faudrait se poser, par exemple, en fait, et c'est ça le défaut de l'enquête quantitative, c'est que effectivement tu as des données, mais tu ne sais pas ce que ça représente, tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. En fait, le quantitatif te laisse la possibilité d'interpréter dans le sens dont tu souhaites. Et notamment les résultats là ils se disent religieux, toi, extrêmement religieux, très religieux, plutôt religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait juste que 52% des musulmans en France, quand on leur demande, se disent plutôt religieux. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, ils se disent plutôt religieux. C'est-à-dire que quand on leur pose la question et qu'on leur dit « mais t'es plutôt extrêmement religieux, très religieux, plutôt religieux », ils vont dire « ah bah entre toutes les propositions, je vais dire que je suis plutôt religieux ». Mais ça nous renseigne sur rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les musulmans d'être plutôt religieux? Et donc, ça ne nous apprend pas grand-chose sur les musulmans eux-mêmes. Par contre, ça peut aussi nous apprendre sur l'enquête. Pourquoi, pour l'enquête, c'est important de savoir s'ils se disent plutôt religieux, très religieux, extrêmement religieux. Pourquoi pour eux, c'est important de savoir quel point ils font la prière? Parce qu'on sait que normalement, la prière est une obligation dans l'islam. Mais qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui font l'enquête? À partir du moment où ils prouvent que 52% des musulmans en France font la prière 5 fois par jour, donc respectent l'une des obligations principales de l'islam, l'un des 5 piliers, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Voilà. Surtout qu'on rappelle que ça a baissé par rapport à 2019. En 2019, il y en avait 56%. En 2025, il y en a 52%. Et encore une fois, ce sont des déclarations. Des déclarations de personnes qui disent qu'elles font leurs 5 prières par jour. Et on pourrait se dire aussi, est-ce qu'elles font leurs 5 prières par jour à l'heure? Combien de temps durent leurs prières? Toi, et ça, c'est des questions qu'il faudrait poser si tu connais un peu plus l'islam. C'est intéressant de savoir si les personnes qui font leurs 5 prières par jour arrivent à les faire à l'heure. Qu'elles arrivent à les faire à l'heure, est-ce qu'elles travaillent? Comment elles arrivent à les faire à l'heure quand elles travaillent? Est-ce qu'elles ont des horaires aménagés? Voilà, il y a le rapport aussi au travail. Comment tu arrives à pratiquer ta prière? Quelles sont les durées de leurs prières? Est-ce qu'elles font plus que 5 prières? Il y a plein de questions comme ça, mais que tu ne peux pas avoir dans une enquête quantitative. Il faudrait une enquête qualitative pour vraiment avoir des déductions à faire sur ces sondages. Bah, par exemple, mon daron se dirait plutôt, voire très religieux, parce que très croyant, mais pas vraiment pratiquant. Bah oui, Annie et Léonard, c'est ce que je disais juste dans le stream de mercredi, c'est qu'il y a des gens, ils vont se dire très religieux parce que la foi est importante dans leur vie, qu'elle guide leur choix, mais que pour autant, ils n'ont pas une grosse pratique. Du coup, tu milites pour le chômage des musulmans pour pouvoir faire la prière. Non, je milite pour que les musulmans aient le droit de faire la prière dans leur lieu de travail. C'est quand même une dinguerie. Je vais vous dire un truc. Dans les 52% des musulmans là, qui font la prière 5 fois par jour, et même dans la majorité des musulmans, quand ils trouvent un travail et qu'ils vont dans leur lieu de travail, l'une des premières choses qu'ils font, les musulmans qui pratiquent, c'est de regarder des endroits discrets où vous pourrez prier. Je vous le dis. Moi, dans tous mes lieux de travail, j'ai eu ça.
Ah putain, où est-ce que je pourrais prier? Ok, là, il n'y a personne qui passe. Est-ce que j'ai un bureau qui ferme? Est-ce que je peux fermer mon bureau pendant les temps de prière? Est-ce que si je vais là-bas pendant le temps de pause, je pourrais faire ma prière? Voilà, c'est l'un des premiers trucs. Ah, le KGB là-bas. Je repère qui pourrait être musulman et pourrait me dire où est-ce que je pourrais prier. Nanana. Moi, j'ai mon petit coin de paradis géré par un collègue rebeu. Bah oui, bah moi, les gens à la Zawa, c'est parfait. À la Zawa, je prie comme je veux, hein. Et c'est quand même une folie que les musulmans aient honte de prier. Je veux dire, le niveau, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que le niveau d'islamophobie est tel en France que prier est mal vu. Un musulman qui fait une pause dans son travail pour prier, comme d'autres feraient une pause pour aller fumer une cigarette, c'est mal vu. Allez, on continue. Donc, on continue. Et donc là, on voyait qu'il y avait les 50 ans, il y avait une baisse de la fréquence de la prière. Et il y avait aussi une baisse de la fréquentation de la mosquée, une baisse énorme, notamment chez les 50 ans ou plus. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir, OK, là, le vendredi, les jeunes, donc là, regardez, par exemple, les moins de 25 ans fréquentent à 40% la mosquée le vendredi et seulement 24% pour les 50 ans ou plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les moins de 25 ans sont plus religieux que les moins de 50 ans. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir qui fréquente la mosquée en dehors du vendredi. Et c'est là où tu vois encore un plus gros un plus gros degré de religiosité, de venir faire tes prières en dehors du vendredi. Et je pense que là, l'âge, il serait beaucoup plus conséquent. Ce serait les plus de 50 ans qui iraient davantage à la mosquée de tous les jours, non pas seulement pour prier, mais aussi parce que la mosquée est un lieu de socialisation. Il y a pas mal de petits vieux, il y a pas mal de cinquantenaires, de retraités qui viennent à la mosquée faire leur prière et après parler aux amis. Se poser, il y a toujours des petits thés à côté et tout. Voilà, c'est des lieux aussi de socialisation. C'est des lieux de rencontre. C'est pas que je vais prier et puis c'est tout. Voilà, donc il y a vraiment toutes ces questions qui sont intéressantes à se questionner sur le rapport à la mosquée et aussi qui est bénévole dans la mosquée, qui vient aider dans la mosquée. Il y a plein de questions comme ça qui sont totalement éludées et qu'on résume à fréquenter la mosquée le vendredi. Le respect du jeûne pendant le ramadan. Évolution depuis 89. Ok, et donc, depuis 89 avait jeûné pendant tout le ramadan. 2016, 77% et 2025, 73%. Mais, mais attendez, ça a baissé donc. Il y a beaucoup moins de gens qui disent avoir jeûné pendant tout le ramadan. Vraiment, le degré d'islamisme est ahurissant. On est où? Ah mais regardez 1989, 60%, 2020, alors 2016, 77%, 2025, 73%. Waouh. C'est-à-dire que depuis 2001, voilà, il n'y a pas eu une énorme augmentation en 24 ans. En 24 ans et surtout avec la montée d'islamophobie, bon, l'islamisme, ça ronronne quoi. Vraiment, ça ronronne. Hein. C'est pas extraordinaire. Hein. Il y a 73% qui a jeûné tout le ramadan. 11% qui a jeûné pendant quelques jours pendant le ramadan et 14% qui n'a pas jeûné. Et c'est les personnes qui se déclarent musulmanes. Hein. Donc, parmi les musulmanes, les personnes qui se disent musulmanes, 14% n'ont pas jeûné du tout pendant le ramadan. Et ça peut être diverses raisons. Hein. Ça peut être parce que elles avaient moins la foi là, veut dire, tu peux commettre des péchés, tu peux avoir des baisses de foi sans sortir de l'islam. Hein. Ça peut être qu'elles étaient malades, ça peut être, il y a 150 possibilités. Ça peut être des personnes qui étaient enceintes. Voilà, il y a 150 possibilités qu'elles n'aient pas jeûné. Ok. Jeûner pendant tout le ramadan. Mais ils sont cons. Mais attends, c'est vraiment une question de con, ça. Non, mais, attendez. Jeûner pendant tout le ramadan, la différence femmes-hommes, s'il vous plaît. Dites-moi qu'ils savent pourquoi les femmes jeûnent moins que les hommes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Ah putain. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, dites-moi qu'ils le savent. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, tu ne dois pas jeûner quand tu as tes règles. Donc, effectivement, proportionnellement, les femmes ne peuvent pas jeûner tout le ramadan. C'est-à-dire tout le mois de ramadan. Généralement, elles auront d'autres jours, elles auront des jours à rattraper. D'ailleurs, ce qui est injuste pour les femmes, et ça pour moi c'est un tabou dans l'islam, en France, chez les musulmans en France qu'il faut briser, c'est que les femmes qui ont leurs règles ne le disent pas et souvent font, que ce soit les sœurs, les filles, les mères, font semblant de jeûner.
Et moi, je pense que c'est un tabou. Ça ne veut pas dire de s'empiffrer, parce que je pense que ces femmes-là n'ont pas envie non plus de s'empiffrer devant leurs frères, devant leur père ou devant leurs enfants qui sont en train de jeûner. Mais je pense qu'il faut accepter le fait qu'elles puissent boire à côté, voilà. Qu'il n'y ait pas cet énorme tabou en mode ah, tu fais pas le ramadan parce que tu as tes règles et tout, parce que ah, on n'en parle pas trop. Mais c'est normal que les femmes jeûnent moins pendant tout le ramadan, parce que c'est quand même un exploit de. Voilà. Il y a des questions de biologie. Et après, je suis persuadé qu'il y a aussi des femmes qui ont répondu qu'elles ont jeûné pendant tout le ramadan avec l'idée qu'elles ont rattrapé leur jour en retard, quoi. Leur jour dans lequel elles n'ont pas pu jeûner. Ça dépend des familles. Nous, ça le disait auquel elle aime, juste ça mangeait pas devant les autres, c'est tout. Oui, moi, mais Zamba Live, moi, c'est parce que j'ai appris assez tard que. Ah oui, mais oui. Genre, ça va tilter dans ma tête assez tard. Je pense que j'avais la vingtaine et je me disais, mais oui. Mais oui, en fait. Et en fait, j'ai remarqué que juste, elle ne le disait pas. Et elle devait manger discrètement à côté. Mais oui, après, ça ne veut pas dire que. Mais je pense que la volonté des femmes musulmanes n'est pas de manger devant leur mari, devant leurs frères, devant leurs enfants, devant leurs cousins. C'est pas non plus ça, quoi. Voilà. Mais juste que ce soit moins un tabou. Après, premier degré, est-ce difficile de faire le ramadan malgré tes règles? C'est pas que c'est difficile, Annie, c'est que c'est interdit. Tu n'as pas à jeûner pendant que tu as tes règles. D'ailleurs, tu n'as pas à prier aussi pendant que tu as tes menstrues. Tu ne pries pas pendant tes menstrues. Donc, c'est pas un truc de difficulté. Le consensus est que tu ne le fais pas pendant que... Et tu peux rattraper. Tu peux rattraper tes jours. Moins de 25 ans, donc il y a plus en plus de moins de 25 ans qui font le jeûne, et 50 ans ou plus. Bon, après, proportionnellement, tu as plus de soucis de santé quand tu as plus de 50 ans. Donc, proportionnellement, il va y avoir moins de gens qui vont jeûner après plus de 50 ans. Parce qu'il y a des recommandations de santé. Plus tu es vieux, plus tu as des soucis de santé, moins tu vas jeûner, ce qui est logique, quoi. Sur le profil des musulmans qui jeûnent pendant tout le ramadan, plutôt les jeunes en majorité, on a vu, ouais. Et surtout quand tu es plus jeune, moi, les gens en plus, les gens se rendent pas compte. Ils croient que c'est ça, que parfois on a une vision très misérabiliste de la religion, de l'islam, des rapports à la religion et surtout des enfants dans la religion. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'étais en primaire, celui qui voulait jeûner, c'est pas mes parents qui voulaient me forcer à jeûner, c'est moi. C'est moi qui voulait jeûner. C'est moi qui étais en mode non, je veux faire comme les grands. Et je pense qu'on est plein de musulmans quand on était jeune, à vouloir le faire comme les grands. Je voulais plus que tout jeûner, ça me frustrait tellement d'en être privé, c'est réel. Oui. Bah, c'est que t'es un enfant, tu veux faire comme les grands, quoi. Quel que soit l'environnement où tu grandis, t'as envie de faire comme les grands. Fréquentation des mosquées. Alors, 88% des gens qui fréquentent la mosquée ont jeûné pendant tout le ramadan. Il n'y a pas de surprise, quoi. Et là, il y a les sympathisants adeptes du frérisme, 85%. Conservateurs sympathisants du frérisme, 88%. Ok. Donc mais généralement, l'immense majorité des musulmans jeûnent. Voilà. Bon. La fréquence du port du voile chez les femmes, évolution depuis 2003. Aujourd'hui, est-ce que vous portez le voile, qu'il s'agisse du hijab ou du niqab? Alors, 2003, 19% non. 19% le portaient. 2016, 35%. Et 2025, 31%. Ok, il y a même une baisse du port du hijab. Ok. Mais il y a une augmentation du port du hijab. 2003, moins de 25 ans, elles étaient 16%. 2025, elles étaient 45%. Et là, 50 ans ou plus, elles étaient 35%. Et maintenant, elles sont 16% des 50 ans ou plus à ne pas porter le hijab. Et donc là, on rappelle, donc il y a 58% des musulmanes de France qui n'ont jamais porté le voile. 31% des Françaises musulmanes se voilent, elles portent le voile. 31%. Attends, c'est quoi? Je ne comprends pas. 31% des Françaises musulmanes se voilent en 2025. Ah, ok. Les gens, ok, mais quelle bande de fils de... Ah, mais quel enfoiré! Vous allez voir à quel point c'est des enfoirés. Mais pour comprendre pourquoi c'est des enfoirés, il faut déjà avoir un truc critique, c'est que pour eux, le port du hijab est un indice de la montée de l'islamisme. Plus il y a de femmes qui portent le hijab, plus l'islamisme augmente. Ok? Donc partons de ce principe. Donc eux, il faut comprendre que quand tu lis cette enquête, il y a un danger, c'est que les femmes, elles portent le hijab. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 31%. Tu dis, putain, moi, j'ai lu ça, je me suis dit, 31% des musulmanes qui portent le hijab, ça fait quand même beaucoup. Mais non! Parce que là, tu lis ça, tu penses vraiment que 31% des femmes portent le hijab. Mais non, c'est pas ça. C'est que 19% le portent toujours. Et pour moi, c'est ça, porter le... Allez, on va mettre celles qui ne le mettent pas sur le lieu de travail. Donc, on va faire 24%. 24% des musulmanes de France portent le hijab.
Parmi elles, 19% le portent toujours. C'est-à-dire qu'elles peuvent le porter, soit elles ne sont pas au travail, soit dans le travail qu'elles occupent, elles peuvent porter le hijab. Et il y a 5% qui ne peuvent pas porter leur hijab sur leur lieu de travail. Donc, au final, 24% des musulmanes portent le hijab. Après, tu as 7%, oui, mais rarement. Mais dans ce 7%, oui, mais rarement, c'est quoi les gens? C'est certainement les femmes musulmanes qui, notamment, vont à la mosquée. Parce qu'elles doivent porter le hijab quand elles vont à la mosquée. Ou pendant les fêtes traditionnelles ou certaines occasions, mais qui, in fine, ne portent pas le hijab. C'est juste quand je vais à la mosquée, quand il y a l'Aïd aussi, je vais voir une personne en particulier, je vais porter le hijab. Voilà. Oui, c'est celles qui vont à la mosquée pour... Ben oui, c'est ça. Donc, au final, il y a 24% des femmes musulmanes portent le hijab. Donc, si on résume, il y a 7% de musulmans en France. Parmi ces 7% de musulmans, il y a 50-50. On va dire 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, on va dire 3,5% de musulmanes en France. Et parmi ces 3,5% de musulmanes en France, 24% de musulmanes sur 3,5% de la population française qui portent le hijab. Et on en parle quasi tous les jours. Tous les jours, on nous casse les pieds avec ça. H24, on nous casse les pieds avec ça. 24% de 3,5% de la population française, comme si en plus c'était un problème. Parce que même si c'était 50, 60, 70%, ce ne serait pas un problème. Mais rendez-vous compte qu'en plus, c'est rien. C'est une folie, tellement ils sont dingues. Argument Burgalassi, là, un peu. C'est pour ça, Astranagom, que je dis que même si c'était 70, 80%, c'est pas un problème. Mais c'est d'autant plus une dinguerie qui se concentre sur ça que c'est rien du tout, quoi. Genre, il n'y a même pas une invasion de femmes musulmanes qui portent le hijab, c'est rien. Il y en a même moins, dites-vous les gens, il y en a même moins que ce que je pensais. Et si on part toujours du principe que porter le hijab serait un problème, moi je m'en bats les steaks. Ça peut être 100% des musulmanes qui portent le hijab, je m'en bats les couilles. 24% de 50% de 7% de la population et elles ont tout le buzz. En gros, il y a autant de musulmans voilés que de personnes trans en France et ça passe son temps à parler que de ça dans les médias. Assez précis, je trouve. Oui, les femmes voilées et les personnes trans, ce sont les deux ennemis de l'État. Hein. C'est une folie. Hein. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une augmentation de la jeunesse. Genre, il y a 45% des femmes de moins de 25 ans qui ne portent... Alors, je ne vais pas dire qu'ils portent le hijab. Parce que là, ils mettent portant le voile. Or, on a vu que c'est pas, tout le monde ne porte pas le voile. Il y a des femmes qui ne portent le voile que quand elles vont à la mosquée. Donc, pour moi, ce n'est pas porter le voile. Porter le voile, c'est tu le portes quasiment tous les jours. Donc, ce n'est pas 31%, ce serait plutôt 24% si on attaque celles qui sont obligées de l'enlever dans son lieu de travail. Et donc, il y aurait 45% des femmes musulmanes de moins de 25 ans qui, au moins une fois par an ou quelques fois par an, portent le hijab. Et là, en fait, il y a un truc que je dois vous apprendre et qui va vous faire chier, mais c'est les enquêtes sociologiques qui le montrent, et notamment les livres de Roscoe Cavard, mais tous les livres sur l'islamophobie, sur les musulmans, qui prouvent une chose, c'est que, et écoutez bien ce que je vais vous dire, les femmes musulmanes en France, les Françaises musulmanes qui portent le hijab, le font, non pas parce qu'elles sont désintégrées, mais justement parce qu'elles sont intégrées dans la société française. Le voile est une illustration de leur intégration dans la société française. S'il te plaît, Twitch gauchiste, s'il te plaît, clip ça. Je vais répéter pour toi. Le voile, pour les jeunes femmes musulmanes de France, est un des symboles d'intégration à la société musulmane, à la société française, à la société musulmane française. Tu peux le mettre aussi parce que je trouve ça très drôle. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là, les jeunes générations, par rapport aux anciennes générations qui craignaient de porter leur hijab parce qu'elles ne se sentaient pas chez elles, ces nouvelles générations, elles se disent « Mais je suis chez moi, je suis française, je suis née ici. Pourquoi je ne porterai pas le hijab ? Je suis française, j'ai des droits. La République ne m'interdit pas de porter le hijab dans l'espace public. Je comprends la laïcité, je connais la laïcité. Je sais que ce n'est pas normalement dans sa loi de 1905 un argument anti-islam. Je sais que j'ai le droit de le porter. En tant que musulmane, je vais exercer mes droits. Je me sens assez intégrée dans ce pays pour me sentir française avec mon voile. Ça peut vous arracher votre gueule, je sais, ça vous fait mal, nana. C'est parce qu'elles se sentent françaises et donc elles n'ont rien à prouver, qu'elles se sentent légitimes à porter le voile en France. C'est la vie. Je ne peux pas te rejoindre sur ça, mais attendez, les gens, il n'y a pas besoin de me rejoindre sur ça.
C'est les enquêtes qui sont allées, et ça c'est des enquêtes qualitatives, qui sont allées voir les jeunes femmes musulmanes, et l'un des principaux arguments qu'elles ont donné pour le port du hijab, c'est qu'elles ont le droit de le porter parce qu'elles sont en France. Elles sont françaises, elles sont en France, pourquoi elles ne porteraient pas leur hijab? Arrêtez de me dire, je suis pas d'accord avec toi. Mais lisez les enquêtes sociologiques chez les femmes musulmanes. Il y a ce truc de, mais attendez, moi je suis... pourquoi je m'empêcherais de porter le hijab en fait? Je suis française. Et c'est pareil, la question de l'âge, je suis sûr, ils vont l'interpréter comme la radicalisation de la jeunesse, alors qu'au contraire, comme tu dis, c'est une question d'intégration et de génération d'immigrés notamment. Je pense qu'il y a aussi un retour du religieux, mais qui n'est pas lié spécifiquement à l'islam, qui est lié à plein d'autres religions, et que tu as des gens qui, surtout dans une période de crise, dans une période où tu as des pertes de repères, où tu as des jeunes un peu laissés à eux-mêmes, avec une dépression qui augmente parce que peur de l'avenir, peur des guerres, peur des catastrophes écologiques, il y a un renouveau de la religion, mais pas seulement de l'islam, hein, mais de toutes les spiritualités. Et ça existe aussi pour les athées. Hein. Ça va être les trucs de sorcières, ça va être les trucs de spiritisme, ça va être les trucs de yoga et tout. Il y a un retour des spiritualités. Alors, sur le profil des musulmanes qui portent le voile, 44% de 15-24 ans, ok. Oui, donc elle, ça va être en mode, vous avez vu, il y a de plus en plus de jeunes musulmanes qui portent la hijab. Très religieuse. Ah bah oui, c'est un petit peu logique. 53% des femmes qui fréquentent la mosquée le vendredi vont dire qu'elles portent le hijab parce que notamment elles le portent le vendredi. Les raisons du port du voile chez les femmes voilées pour respecter une obligation religieuse, 80% contre... mais oui, je veux dire, ce que je trouve étrange, c'est que ça a augmenté. Effectivement, les gens vont dire porter le hijab pour respecter une obligation religieuse. Logique, j'ai envie de dire logique. C'était 60% en 2019, c'était étrangement bas en 2019, et 76% en 2016. Pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes, 44%. Donc c'est moins de la moitié. Hein. C'est moins de la moitié des femmes qui portent le hijab en France qui vont dire que c'est pour ne pas attirer le regard des hommes. C'est quand même, il faut le noter, quoi. Et effectivement, je pense que les hommes vont avoir d'autres attitudes à l'égard des femmes qui portent le hijab. Alors là, la question, c'est la misogynie. Mais la misogynie ambiante, hein, pas seulement la misogynie des musulmans. La misogynie ambiante qui donne en fait, il y a tout un sexisme qui donne l'impression que plus le corps d'une femme est dénudé, plus il est accessible. Mais ça, c'est pas la faute de l'islam, hein, c'est la faute du patriarcat qui a donné cette impression que si une femme, moins elle s'habille, plus tu peux y accéder. Pour vous sentir en sécurité, mais ça, pour vous sentir en sécurité, je pense que c'est relié avec pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes. Hein. Je pense que les deux sont liés. Hein. J'ai discuté avec des militantes qui portaient le hijab et qui disent que même avec le hijab, elles ont reçu des remarques extrêmement désobligeantes. Donc, il n'y a pas non plus un délire de tu portes le hijab, ça a été protégé de tout. Non. Elles reçoivent quand même des remarques sexistes. Et ça, c'est sans parler, hein, pour sentir en sécurité, c'est sans parler des agressions islamophobes. Pour montrer que vous êtes une musulmane et votre appartenance à la religion. Ok, 38%, et là 33%, et là 23%. Oui, je pense que ça fait notamment partie des raisons, quoi. Pour ne pas être perçue comme une femme impudique ou indécente. Vous vous rendez compte qu'il y a seulement 15% des femmes qui portent le hijab, qui portent le hijab, qui disent le porter pour ne pas être perçue comme une femme impudique ou indécente. Alors que dans les plateaux TV, on a l'impression que c'est la motivation principale. C'est même pas ça. 15%. C'est rien. Pour faire comme certains de vos proches, 6%, sous pression des proches, 2%. Pourquoi c'est surligné? Attends, j'espère qu'ils ont surligné 2% pour dire à quel point c'est quasiment rien. C'est quasiment rien, les femmes qui portent le hijab à cause de la pression des proches. Et ça a même baissé. Regardez, ça a même baissé par rapport à 2019. Proportion totale de musulmanes voilées pour faire face aux risques et aux pressions. Ah, mais quelle bande de FDP. Oh, quelle bande de FDP. Regardez-moi ça, regardez ce qu'ils ont fait. Donc, on a seulement 2% qui le font sous la pression des poches. Et là, ils ont en fait additionné être impudique ou indécente. Et pour ne pas attirer le regard des hommes, pour se sentir en sécurité, pour faire ce résultat, 59% des femmes qui portent le hijab le font pour faire face aux risques ou aux pressions pesant sur les femmes. Mais quelle bande de connards. Mais vous voyez comment les chiffres, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi.
Et là, pour entretenir le cliché de les femmes sont obligées à cause des hommes. Voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est les hommes musulmans. Parce qu'en plus, pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes et pour se sentir en sécurité, pour ne pas attirer le regard des hommes, c'est pas seulement et être en sécurité, c'est pas seulement les hommes musulmans. Hein. Les femmes qui vont dans la rue savent que n'importe quel homme a des regards lubriques sur sa personne. Mais c'est quand même une dinguerie. Et on rappelle que la motivation première, principale, suprême, c'est pour respecter ce qui semble pour elle une obligation religieuse. Mais voilà, mais c'est une folie. Hein. Proportion totale de musulmanes voilées pour faire face aux risques, aux pressions. Tu sais, en plus, elles disent juste pour éviter le regard. Comme ça, les hommes... Je veux dire, tu as beaucoup de musulmanes qui vont dire comme ça, les hommes, ils baissent les yeux. Et eux, c'est devenu pour faire face aux risques ou aux pressions pesant sur les femmes. Sur les femmes. Mais ça serait sur les femmes en général, hein, pas seulement sur les femmes musulmanes. Hein. Alors, le respect de certains interdits religieux liés à la mixité entre les sexes. Ok. Proportion de Français musulmans refusant de se faire soigner par une infirmière femme ou un médecin infirmier. Ok, c'est quoi ce... Putain, mais c'est quoi ces questions de cons? On voit que seulement 6% des musulmans vivant en France refusent de se faire soigner par une infirmière femme ou un infirmier homme. Ok. Ça a même baissé depuis 2016. 14% refusent de serrer la main à une femme ou à un homme. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ça posait problème. Je veux dire, mon corps, mon choix. C'est quand même une folie. Il y a des femmes ou il y a des hommes qui refusent de serrer la main à une femme ou à un homme. C'est quoi le délire? Vous voulez les obliger? C'est quoi? On va faire une loi dans laquelle tu fais la bise? Non, il y a des hommes ou il y a des femmes musulmans ou musulmanes qui refusent d'avoir un contact physique avec une femme qui n'est pas de leur famille ou qui n'est pas leur femme ou vice-versa. Des femmes qui ne veulent pas faire la bise ou serrer la main à un homme. Leur corps, leur choix. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui refusent de te parler. Tu sais, moi, ce week-end, j'étais à Marseille et je discutais avec une jeune femme musulmane qui je voulais lui serrer la main. Elle fait, ah non, je ne serre pas la main. Fin de l'histoire, on a discuté pendant 1 heure. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce n'est même pas important. Elle fait ce qu'elle veut. Je ne vais pas l'obliger à serrer la main. Je ne comprends pas ce truc. Aller dans une piscine mixte. Donc, il y en a 20% des musulmans qui refusent d'aller dans les piscines mixtes. Mixtes, pardon, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai l'impression que c'est une statistique contre la radicalisation parce que pour eux, ce serait un phénomène d'islamisme de ne pas aller dans les piscines mixtes. D'ailleurs, il faudrait voir le nombre de femmes qui, de plus en plus, préfèrent aller dans les salles de sport ou préfèrent aller dans les piscines ou aller dans les espaces réservés aux femmes pour fuir la misogynie des mecs. Tu vois, c'est pas seulement quelque chose qui touche que les musulmans, mais l'ensemble des femmes dans la société. Et en fait, on voit que ça a énormément baissé entre 2016 et 2025. Il n'y en a plus que 20%, alors que c'était 34% en 2016. Qu'est-ce que c'est cette statistique sur l'islamisme, le grand remplacement, la charia, qui n'arrête pas de prouver le contraire, quoi. Je ne comprends pas. De faire la bise à une femme ou à un homme. 33. En plus, c'est trop... Moi, les gens... D'ailleurs, je voudrais le préciser. Je déteste faire la bise. Je déteste faire la bise. Je serre la main à tout le monde. C'est trop chiant, la bise. Et j'en peux plus de cette bise. C'est plus les femmes qui refusent de serrer la main à un homme que les hommes qui refusent de serrer la main à une femme, ok? D'aller dans des piscines mixtes, 26% de femmes et 14% d'hommes. Tu m'étonnes que les femmes veulent moins aller dans les piscines mixtes. Et de faire la bise, 39% de femmes. Mais je suis persuadé qu'en dehors des musulmans, tu demandes qui aime le moins la bise entre les hommes et les femmes. Ça doit certainement être les femmes qui aiment moins la bise. Et surtout, je pense que les mecs doivent être dégueulasses dans la bise, certainement là. Bisous sur la joue. Proportion de Français musulmans refusant au moins une forme de contact physique ou visuel avec l'autre sexe. 43%. Mais attends. Comment ils arrivent à avoir ce résultat? Ils ont additionné quoi là pour avoir 43%? D'où ça vient? Refusant au moins une forme... Mais c'est quoi au moins une forme de contact? C'est quoi? Comment ça peut être 43%? Ah d'accord, ok, ils ont ajouté ça, ok. Donc, d'accord, ok, je pense qu'ils ont, au total, avec toutes les statistiques, ça fait 43% qui refusent au moins l'une des 4, de serrer la main ou de faire la bise. Donc, mais en fait, moi, j'imagine que tu as des gens qui veulent bien faire la bise, mais qui ne veulent pas aller dans les piscines mixtes. Ce qui est quand même 2 choses différentes. Parce qu'il y a des femmes musulmanes, par exemple, qui vont vouloir faire la bise, mais pas aller dans les piscines mixtes, mais pour 1000 autres raisons. Sur le profil des musulmans qui pratiquent certains interdits religieux, serrer la main, faire la bise. Ensemble, alors faire la bise, il y a 33% des musulmans et musulmanes qui déclarent ne pas faire la bise
Et 14%, ça me paraît énorme. Hein, ça me paraît énorme, 33% des musulmans et musulmanes qui refusent de faire la bise. Mais allons-y. Ça doit être la bise à un inconnu, j'imagine. Donc, 75% des femmes qui portent systématiquement le hijab ne font pas la bise. So what? Et donc? Juste, et donc, c'est quoi le problème? De toute façon, vous leur parlez pas aux femmes qui portent le hijab. Je veux faire la bise. Je veux avoir le droit de faire la bise aux femmes musulmanes qui portent le hijab. Sur le profil des musulmans refusant tout contact physique, tout contact. Alors, tout contact physique ou visuel. Attends, sur le profil des musulmans refusant tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Mais c'est quoi la proportion de musulmans refusant tout contact physique et ou visuel, même visuel avec l'autre sexe? C'est-à-dire que, mais ça existe, hein, des salafs qui, il y a une femme qui passe, il baisse la tête. Mais c'est quoi la proportion de ces musulmans-là? Pourquoi, tu vois, ça c'est une question à poser. Pourquoi il y a un focus sur le profil des musulmans refusant tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe, sachant qu'on ne connaît pas la proportion? C'est quoi la proportion? C'est quand même dingue qu'ils nous font un focus sur une proportion dont on ne connaît pas le chiffre. Refusant au moins une forme de contact physique ou sexuel. Donc, ce n'est pas les 43%. Là, c'est vraiment refusant tout contact physique ou visuel. Non, ce n'est pas 85%. Là, c'est, par exemple, c'est 85% des musulmans portant le voile systématique refusent tout contact physique ou sexuel. Attends. 85% des musulmanes portant le voile systématiquement refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Quoi? Mais comment c'est possible? Attendez. Visuel. Attendez. Là, ils sont en train de me dire que 50% des femmes refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Comment? Non, mais ça ne correspond pas aux chiffres que vous avez là. Comment c'est possible? Là, il y a un problème. Faut m'expliquer. Ah, c'est 50% des 43%? Non, regardez, là, ils disent 85% des musulmans portant le voile systématique refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Donc là, il y a les 85%. Donc, si on fait la logique, 50% des femmes refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Non, mais attendez, il y a un problème. Parce que là, c'est chelou. Vous comprenez qu'il y a un problème dans les chiffres. Ce que je pense qu'ils ont fait en réalité, c'est prendre ça, le 43%. C'est-à-dire 43% des personnes refusent au moins une forme de contact physique ou visuel, ce qui n'est déjà pas la phrase « refuse tout contact physique ou visuel ». C'est au moins une forme de contact physique ou visuel, ce qui veut dire qu'ils en acceptent d'autres. C'est juste qu'il y en a au moins une qui refuse. Comprenez bien, hein? Comprenez bien qu'au moins une forme de contact physique ou visuel avec l'autre sexe n'a rien à voir avec refusant tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Non, mais ça veut toujours dire... Regarde, là, ils te disent 85% des musulmanes portant le voile systématiquement refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Il est là, cette stat, donc c'est 85%. Et donc, si tu appliques cette logique, là, tu devrais lire 50% des femmes refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Oui, il faut réfléchir à la question qu'ils leur ont demandé. Mais déjà, moi, ma théorie, les gens, et c'est à vérifier, ma théorie, c'est qu'ils prennent ça. Ils prennent ces 43% de personnes refusant au moins une forme de contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Ils l'ont transformé en refusant tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Parce que vous comprenez bien que s'il y a 43% de personnes qui refusent au moins une forme de contact physique ou visuel, ça veut dire qu'ils en acceptent d'autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de 43% des personnes qui refusent tout contact physique ou sexuel. Mais déjà, il y a un mensonge. Ah oui, l'ensemble, il est là. Ah, donc c'est ça, les gens, c'est ça. Mais quelle bande de FDP. Mais attends, il y a un problème alors. Non, mais il y a un problème. Donc l'ensemble, c'est 43%. Parce que c'est aussi leur note de lecture là. Parce que là, ils disent pas 85% des 43%. Ils disent 85% des musulmanes portant le voile systématiquement. On est d'accord que leur phrase est une phrase de FDP qui ne dit pas toute la vérité. Et donc, oui, tu as raison, ils avaient raison plus haut. C'est 85% des musulmanes. Alors, attends, 85% des musulmans portant le voile systématiquement parmi l'ensemble de 43% refusent tout contact physique ou visuel. On est donc d'accord. Regardez à quel point c'est vraiment des FDP. Regardez à quel point. Je vais essayer de faire le plus clair possible. OK? L'ensemble, c'est 43%. Donc, c'est ça.
L'ensemble, c'est 43% qui refusent au moins une forme de contact physique ou visuel avec l'autre sexe. OK? Et donc, dans ces 43%, ils ont essayé de voir ceux qui refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Et parmi ces personnes qui refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe, dans ces 43%, il y a 85% des personnes qui portent le hijab, dans le 43% qui refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Non, ta première idée était la bonne. Ils ont juste transformé refus d'une forme de contact physique ou visuel en refus de tout contact. Oui, c'est que là les stats, c'est sur les 43%. Et dans ces 43%, il y a 50%, dans les 43% des gens qui refusent au moins un contact physique ou visuel, il y a 50% de femmes qui refusent tout contact. Dans le 43%. Est-ce que ça paraît clair là? Non, c'est 50% des femmes font... Oui, 50%, dans le 43%, 50% des femmes refusent tout contact physique ou visuel. Les 43, c'est quoi? C'est ça les 43. Regarde, attendez, on va essayer d'être... Parce que... bonne chance aux menteurs. On rappelle, 43%, c'est quoi? C'est refuse au moins une forme de contact physique ou visuel. 43% des musulmans de France refusent au moins une forme de contact physique ou visuel. Ensuite, ils se sont centrés dans ces 43% où il y a des personnes qui refusent au moins une forme de contact physique ou visuel, celles qui refusent tout contact physique ou visuel. Les personnes qui refusent tout contact physique ou visuel font partie de ces 43%. Il y a une proportion dans ces 43% de personnes où ce n'est pas seulement une forme de contact physique ou visuel qu'elles refusent, mais tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. On est d'accord? Non? Pourquoi non, pauvre nain? Maths, la répartition homme-femme, c'est la même. Comment ça, la répartition homme-femme? La slide des 43% avec au moins un truc. OK. Slide des 43%. Réponse, l'âge, sexe. Ah oui, 36-50. OK. Ah oui, c'est la même. Attends, on va regarder si moins 35. Ah oui, d'accord. Tu veux dire que là, on a les répartitions selon l'âge pour ce résultat-là. Et c'est la même que là, 36-50. C'est quoi ce bordel? Il y a un problème. Mais c'est pas clair du tout, leur merde, hein. Parce que là, c'est FDP, en fait. Quand tu lis rapidement, tu pourrais presque penser que là, ils font croire que 85% des musulmanes qui portent le voile systématiquement, donc c'est-à-dire 85% de toutes les femmes qui portent le voile, refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Alors que ce n'est pas du tout ça. L'ensemble, c'est 43%. Et l'ensemble, 43% des personnes qui refusent au moins une forme de contact physique ou visuel. Après, le grand public lit pas ça. Oui. Mais après, je veux dire, allez, sur CNews, si on va voir quelqu'un, résultat incroyable, 50% des femmes refusent tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. C'est écrit là. C'est écrit ici. Oui, les 85% sont en fait par rapport aux 43%. Mais comme ils l'ont foutu en note comme ça donne l'impression que c'est 85% de toutes les femmes. Bref, oui. Et même, focus sur le profil des musulmans refusant tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe. Et ils ne précisent pas que c'est tiré de ça, le 43%. Là, on dirait que l'ensemble, c'est 43%. On dirait que c'est 43% qui refusent tout contact physique ou visuel. C'est vraiment des... c'est grave, hein. On passe au truc suivant. C'est vraiment des manipulateurs de ouf, hein. C'est une folie, hein. Le statut marital et le niveau d'endogamie religieuse des personnes en couple. Est-ce que tu es prêt à être une personne d'une autre religion? C'est quoi? Alors, on y va. Enfin, puis-je vous demander si vous êtes actuellement en couple avec une personne de la même religion que la vôtre, 40%. En couple avec une personne d'une autre religion, 15%. Célibataire, vous avez déjà été en couple par le passé, 23%. Oui, mais on ne sait pas avec qui ils ont été en couple. Est-ce qu'ils ont été en couple avec un musulman ou une musulmane ou avec un non-musulman? On ne sait pas. Célibataire, vous n'avez jamais été en couple, 21% ne se prononcent pas. Attendez, parce que là, donc ça fait 55% des personnes... 40% ont été avec une autre musulmane et 15% avec un autre non-musulman. Et la stat en général, donc ça c'est les autres religions ou non-religions, ils ont été à 48% pour des personnes de la même religion. Donc c'est vous en fait qui vous mélangez pas. Les musulmans se mélangent davantage. Parce que là, vous êtes entre vous, c'est vous qui êtes communautariste. Non mais les stats qui flopent, mais de ouf.
De ouf, c'est ouf, vous êtes putain de communautariste. L'ensemble des musulmans, l'ensemble des Français. Donc l'ensemble des Français sont en couple avec une personne de la même religion que la leur. Et on est plus incel que la religion, oui, on est plus incel que la moyenne nationale. Mais le racisme, on n'arrive pas à trouver de. Alors 40% des Français musulmans sont en couple avec une personne de leur religion, contre 48% en moyenne chez l'ensemble des Français. Et donc c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on doit conclure de ça? Mais eux, tu sais que tu peux lire ça d'une manière raciste en mode ils vont plus conquérir nos femmes. Les musulmans vont aller voir nos femmes. Bah, dans une position de minorité, ça paraît logique puisque tu as plus de chances de rencontrer quelqu'un en dehors de ta religion, oui. Ils vont trouver ça en entrisme, tentative de conversion. Oui, bah oui, c'est ça. 73% des Français musulmans en couple ont un conjoint ayant la même religion contre 80%. Pourquoi ils ont voulu faire peur là? Parmi les personnes en couple, 73... Mais... Donc on sait que 40% des musulmans sont en couple avec une personne qui est elle aussi musulmane. Et là, 73% des Français musulmans en couple ont un conjoint ayant la même religion qu'eux. Oui, c'est parmi les personnes en couple, quoi. Regardez comment ils essayent de faire peur, alors qu'au final, il y a 40% seulement des Français musulmans qui sont en couple avec une personne de leur religion. Et là, ça devient 73% des personnes en couple sont en couple avec un conjoint de la même... Des Français musulmans sont en couple avec une personne de la même religion contre 80%, mais ils ont mis un plus petit. 80% chez l'ensemble des Français. Donc, les musulmans se mélangent plus que les autres. Voilà. Vous avez vu les statistiques, comment ça peut être, comment tu peux en faire dire tout et n'importe quoi, notamment en mettant ça en exergue, en mettant ça en petit, voilà quoi, 63%, 72%. Et d'ailleurs, les plus jeunes, regardez les moins de 25 ans, qu'on n'a pas arrêté de faire passer pour des radicaux, genre « Ah, ils vont plus à la mosquée. Il y a une radicalisation islamiste chez les jeunes !» Bah, au final, c'est ceux qui se mélangent le plus. 63% des moins de 25 ans en couple, musulmans, sont avec une personne musulmane. Quand tu as un FTP, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi. Oui, non mais c'est ça. Ok, on passe à autre chose. Le respect de certains interdits religieux non liés à la mixité entre les sexes. Mais ça vous travaille ça, hein? Ça vous travaille, hein? Vous-même, est-ce que... Écoutez les anachés et la hamda, alors les... Ok. N'écoutez pas de la musique. Portez un camis, une abaya. Porte des chaussettes remontées. Non, mais c'est bon. C'est quoi ces stats-là? C'est quoi? Genre, porte un camis. Je veux dire, oui, quand on va à la mosquée, on porte un camis, quoi. Est-ce qu'on a déjà... Ça veut pas dire que... Là, il voudrait nous faire croire que 33% des musulmans portent tous les jours un camis. Non, mais... Oui, quand on va à la mosquée, beaucoup mettent un camis. Quand on va aller faire des courses, on a certains qui vont porter un camis. Mais c'est tout, quoi. Quel est le problème? Qu'est-ce que c'est, ce truc? Mais c'est grave. Et ça, c'est... et quel est le rapport avec certains interdits religieux? Alors, je rappelle, la catégorie, c'est certains interdits religieux. En quoi c'est quoi le truc du camis? Quel est le rapport? En quoi c'est une obligation religieuse ou un interdit religieux de porter un camis ou une abaya? C'est quoi cette... Mais c'est préconisé à la mosquée? Non, les gens, à la mosquée, en gros, quand vous êtes un mec et que vous devez aller prier, vous devez être couvert à minima là et jusqu'aux genoux. Et en fait, vous avez un problème quand vous allez prier. C'est que quand vous portez des vêtements courts, trop courts, par exemple des t-shirts qui sont larges, quand vous allez faire ça, on va voir votre bide, mais surtout quand vous allez faire ça, voilà, quand vous allez vous incliner, vous risquez à ce qu'on voit votre corps ici, et notamment le raid de vos fesses. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup de musulmans, pour empêcher qu'on voit ça, ce qui est normalement interdit quand tu pries, que cette partie du corps soit dévoilée, pour des questions de pudeur, voilà le sourire du plombier, il y a des gens qui portent des vêtements longs. Et notamment, moi, très souvent, si je dois aller à la mosquée, j'essaye de me faire en sorte... moi, je ne mets pas de camis, mais avant de prier, je me mets comme ça. Tac. Comme ça, je sais que quand je mets comme ça sera couvert, vous voyez? Non, mais vous voyez comment je dois expliquer? Et il y en a qui, tout simplement, ils vont à la mosquée et qu'ils ont des vêtements courts, et ben ils ont dans leur sac un camis. Parce que si tu mets le camis, ça te fait une robe. Et donc, il n'y a plus le problème. Quelle que soit la position, tu seras couvert. C'est pour ça qu'on porte un camis pour aller à la mosquée, généralement. C'est que c'est trop pratique. Et c'est aussi un truc que je dis, l'abaya et le camis. Moi, ça m'est arrivé, et ça m'arrive plein de fois à ma sœur et surtout aux meufs. Et tu dois aller faire une course rapidement. Tu dois aller acheter du pain. Au lieu de t'habiller, allez, un pantalon, allez ici, allez, le pull, allez, tu mets ton truc là, ta robe là. Tu mets ton camis, ton abaya, tac, allez, je sors. Il y a le côté pratique aussi.
C'est plus pratique qu'autre chose. Non, mais c'est dingue. Et là, ils nous font croire que c'est un interdit, un truc religieux, une obligation religieuse ou que sais-je. Ce sondage fait par des teubés qui, en fait, ne connaissent rien à l'islam, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on... Et là, porte des chaussettes remontant à votre pantalon. Je pense qu'ils veulent faire en mode c'est des salafs, quoi. Ça, c'est le signe des salafistes. Ils ont le pantalon qui... Ça, c'est le signe des salafistes. N'écoutent pas de la musique. Donc, au final, il y a 11% des musulmans en France qui n'écoutent pas de la musique. Et là aussi... Et alors? Attendez. Et alors? Vous vous rendez compte que le taux d'islamophobie, vous voulez les obliger à écouter de la musique? Non, mais c'est quoi ce délire? Focus sur le profil des musulmans portant des chaussettes remontant au pantalon. Non, mais on va faire un focus sur 19% des musulmans qui portent des chaussettes en remontant le pantalon, alors que, sincèrement, ça ne veut pas dire grand-chose sur leur croyance religieuse. C'est pas à partir... Je veux dire, on ne juge pas, parce que, quand même, focus sur les musulmans qui portent des chaussettes remontant sur le pantalon. Je vais te dire une chose, on ne juge pas le degré de religiosité, le niveau de pratique et le courant théologique d'un musulman à partir de ses chaussettes. Je ne pensais pas prononcer cette phrase un jour, mais je dois la prononcer, je suis obligé. C'est complètement débile. Pourquoi? Et c'est là où je vous dis que sur ce genre d'enquête, on en apprend beaucoup plus sur les enquêteurs que sur les enquêtés. Comment ça se fait que les enquêteurs aient posé cette question en faisant croire que c'était interdit religieux ou que sais-je, et se sont dit que ce serait intéressant d'avoir un focus, parce que c'est eux qui ont décidé qu'il fallait faire un focus sur les 19% de musulmans qui portent des chaussettes remontant le pantalon. Ok, 28% des gens qui... 28% des 19% des musulmans qui portent des chaussettes remontant le pantalon fréquentent la mosquée le vendredi. Ok. Ok. Et 29% des plus jeunes. Mais ça veut dire, il y avait aussi un phénomène chez les plus jeunes il y a quelques mois. C'était les jeunes qui portaient des cannes parce que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, portait une canne, avait une canne avec lui. Et donc, tu as eu la mode d'un coup chez les jeunes de venir camis et tout, et avec une canne, ça faisait stylé. Et qui c'est qui s'était moqué de ça? C'était l'imam. L'imam qui dit les jeunes, qu'est-ce que vous faites en fait? Non mais oui, putain, j'ai rien compris à ça. Oui, non mais c'était après je trouve ça après la canne en vrai de vrai. C'est stylé d'avoir une canne quand même. Je trouve ça stylé. La consommation d'alcool, évolution depuis 89. Vous arrive-t-il de boire de l'alcool? Putain mais attends, je sens la stat en mode putain, ils boivent de moins en moins d'alcool. Non mais waouh, l'islamophobie fait que maintenant on pourrait même encourager. Je vous dis, on a un niveau d'islamophobie où bientôt on va encourager les gens à boire de l'alcool hein, pour lutter contre l'islam. Hein. Ah, tu vas t'intégrer, tu vas boire, bordel de merde. Non mais alors. Musulmans vivant en France, 79% des musulmans disent ne pas consommer d'alcool et 21% disent oui. C'est déclaré. Voilà, je mets mon petit truc. C'est eux-mêmes qui déclarent ne pas boire d'alcool ou boire de l'alcool, hein, les gens. Sachant que c'est un gros tabou chez les musulmans et que c'est un interdit religieux, je suis en mode, c'est ce qu'ils disent. Moi, je suis persuadé que c'est plus de 21%. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais ça indique que pour beaucoup, ça reste quand même un tabou de le dire. Donc, 79% des musulmans vivant en France disent ne pas boire d'alcool, contre 21% oui. Tant mieux, quoi. Ils ne boivent pas d'alcool. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Donc, ils étaient 35% en 1989 et c'est tombé 32% avant 2011 et 22% en 2016. Et donc, on pourrait dire que c'est aussi, je ne sais pas, mais il y a plein... Les gens... Il y a plein de campagnes publicitaires pour nous alerter sur le risque de l'alcool, mais il y a un seul endroit où on est inquiet. On est quand même le pays. Ce pays est tellement fou que ça l'inquiète de voir qu'il y a une baisse de consommation d'alcool chez les musulmans. Je veux dire, c'est un problème de santé publique, la dépendance à l'alcool et tout. Il y a bien un endroit où on s'inquiète que les gens boivent moins d'alcool, c'est les musulmans. Il y a plein de campagnes de pub en mode faites attention à votre consommation. Et il y a les musulmans qui sont en mode ok, je fais ça. Waouh, ils arrêtent de boire. Ils arrêtent de boire de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais... Alors, consommant de l'alcool. Femmes, hommes. On était à 46% d'hommes en 89. Et à partir de 2011, 44%. Et on est descendu à 2016. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé là entre 2011 et 2016. Quel est le phénomène qui a fait qu'il y a eu une baisse? Et aussi, là, parce que parfois, ils nous donnent les stats. Hein. Par exemple, ils nous donnent des stats sur l'endogamie et tout. Ce serait intéressant d'avoir par rapport à la population globale.
Est-ce qu'on note une baisse ici par rapport à la population globale ou pas? Quels sont les stats sur les personnes non musulmanes? Les différences notamment entre femmes et hommes. Et les différences surtout au cours du temps. Oui, un mec a dit que les jeunes buvaient moins. Bah, ça m'étonnerait pas, hein. Si ça se trouve, la stat est pareille pour les non-musulmans. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de non-musulmans, de musulmans qui arrêtent de boire. Mais encore une fois, ça, je veux dire, le fait qu'on note que les musulmans boivent moins, qu'est-ce que ça nous dit de plus que les musulmans boivent moins? Ce qui serait intéressant, ce serait de compléter ça avec une enquête qualitative chez les musulmans et comprendre pourquoi ils boivent moins. Ça peut être 150 raisons, même liées à l'islam. Qu'est-ce qui fait que les musulmans boivent moins? Et je pense que les musulmans vont vous donner différentes justifications. Et qu'est-ce que ça veut dire politiquement que les musulmans boivent moins? Alors, sur le profil des musulmans consommant de l'alcool, c'est à 26% des hommes, donc c'est 20. Ok. Alors, ça, c'est les bons musulmans, hein. D'accord. Dans la tête des laïcars et des fachos, ça, c'est les bons musulmans. Vision de l'islam et du respect des règles de l'islam en France. Quelle importance la religion avait-elle dans l'éducation que vous avez reçue dans votre famille? Alors, beaucoup d'importance. Ça aussi, c'est. Les gens, vraiment, c'est question vague de beaucoup d'importance, assez d'importance, un peu d'importance. Quels sont les critères sur lesquels on peut mesurer l'importance? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir chacun, de dire qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente le terme de beaucoup d'importance? Pourquoi tu dis que il y avait une grande importance de la religion dans ta vie familiale? Là, c'est tellement flou. Alors, beaucoup d'importance, assez d'importance, 27%, peu d'importance, 16%, et pas du tout d'importance, 9%. 74% des Français musulmans indiquent que la religion a eu un rôle important dans leur éducation, contre 58% en moyenne chez l'ensemble des adeptes des autres religions. Ok. Oui, non, mais après, il y a ce qu'ils déclarent, et toujours, c'est ça le problème du quantitatif, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Tu ne sais pas ce que ça veut dire pour les gens. Qu'est-ce qui donne l'impression que pour eux, c'était important la religion dans leur éducation? Voilà. Quels sont les éléments qui font que dans mon éducation, j'ai l'impression que la religion occupait une place importante? Sachant que si tu dis que la religion occupe une place importante, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je veux dire, il faut bien qu'il y ait quelque chose pour comparer. Qu'est-ce qui fait que pour toi, elle avait beaucoup d'importance? Le rapport entre science et religion. Lorsque la religion et la science s'opposent sur la question de la création du monde, d'après vous, le plus souvent, c'est plutôt la religion qui a raison, c'est plutôt la science qui a raison et ne se prononce pas. 65 des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison. Ça aussi, c'est plutôt la religion qui a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce serait intéressant d'avoir leur interprétation qu'est-ce qu'ils entendent par c'est plutôt la religion qui a raison sur la création du monde, tu vois. C'est plutôt la science qui a raison. 13% ne se prononce pas. 65% des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison lorsque la religion et la science s'opposent sur la question de la création du monde. Contre 19% en moyenne chez les adeptes des autres religions. Ça aussi, il faudra aller plus en détail. C'est-à-dire que quelle est la vision de la création du monde des personnes qui se disent musulmanes? Parce que même, par exemple, c'est plutôt la religion qui a raison. Est-ce que dans les musulmans qui répondent à cette enquête, dans les musulmans de France, quelle est la proportion de personnes qui connaissent la vision religieuse, la vision islamique de la création du monde et aussi les débats entre religieux, entre savants sur cette création du monde? C'est ça aussi qui est intéressant à voir. Quelles sont leurs connaissances et dans quel courant théologique ils s'intègrent? Tu peux très bien faire le lien entre les liens entre les deux. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça que je veux dire par c'est plutôt la religion qui a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, par exemple, ça pourrait être pour des gens, la science se trompe quand elle pense que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Par contre, je pense qu'il y a des vérités scientifiques, mais que c'est Dieu qui a instigé tout ça. Je sais pas, tu sais, c'est tout le truc créationnisme. Ce serait Dieu qui est influé cette force de l'évolution et tout. C'est intéressant aussi de voir les négociations qu'il y a de la part de tous les religieux, pas seulement les musulmans, sur cette manière de vouloir faire discuter la science et la religion, ou les rendre compatibles. L'évolution de l'islam en France. Nous allons maintenant aborder les questions sur votre rapport à l'islam. Souhaitez-vous que dans les années à venir, l'islam se modernise, 21%, l'islam reste tel qu'il est, 57%, l'islam revienne à la tradition, 10%. Vous ne souhaitez pas répondre, mais c'est bon.
C'est quoi ces questions de con? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'islam reste tel qu'il est? Qu'est-ce que ça veut dire l'islam se modernise? Je veux dire, c'est intéressant de savoir pour les gens qu'est-ce que ça veut dire ça. Quand tu réponds, et aussi le biais de répondre à un sondage. Tu es un musulman et tu as un sondeur qui te dit vous aimeriez que l'islam se modernise? Ouais, oui, oui, j'aimerais que ça se modernise, l'islam. Non, non, j'aimerais que ça reste tel qu'il est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? L'islam reste tel qu'il est ou l'islam revienne à la tradition? À quelle tradition? Et donc, ça veut dire que l'islam actuel en France n'est pas lié à la tradition. Mais alors, quelle tradition? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois. Qu'est-ce que c'est cette merde? Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est de la merde. Les gens, on ne peut rien tirer de cette enquête. Sérieusement, de manière rigoureuse, vous ne pouvez rien tirer de cette enquête. Le jeu des couleurs te donne l'indice. C'est pour déterminer qui sont les musulmans dangereux. Oui, 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 le rouge. Oula, le rouge. Ça, c'est les gentils. Ça, c'est ça va. Et ça, c'est les méchants. En 1998, il y avait 48% des musulmans qui voulaient qu'ils se modernisent, 12% qui voulaient que ça revienne à la tradition et 35% qui voulaient que ça reste tel quel. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on entendait? Je veux dire, les débats n'étaient pas du tout les mêmes dans les années 98. Qu'est-ce que c'est pour un musulman de France aujourd'hui, un islam qui se modernise par rapport à un musulman de 98? C'est l'islam qui fait peur. Même dans le délire islamophobe, seulement 10% des 7% de musulmans en France voudraient que l'islam revienne à la tradition sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire la tradition. Ça m'a fatigué. Le droit à la... Ah, putain. Alors, le droit à l'apostasie pour un musulman. Personnellement, estimez-vous qu'un musulman a le droit de rompre avec l'islam? 73% des gens disent oui. Putain, mais on dirait que c'est exactement ce que j'arrête pas de dire. Ah là là, on dirait les gens qui arrêtent pas de nous dire le Coran interdit, le Coran nanana. Eh ben oui, d'accord, si vous voulez le Coran ci, le Coran ça, il y a pas de souci. D'ailleurs, c'est pas dans le Coran, je rappelle. Le truc de tuer les apostats, ce n'est pas dans le Coran. C'est un indice, mais ce n'est pas le Coran. Et c'est un indice qui est discuté. Mais au final, 73% disent que oui, il a le droit. Et d'ailleurs, c'est en évolution. Attendez, parce que regardez. Oh là là, oh la montée de l'islamisme. La bande d'apostats, vous êtes où? Vous êtes où? Regardez la montée de l'islamisme, ça a baissé. Ça a baissé. Regardez comment c'est impressionnant. En 89, et d'ailleurs, on rappelle qu'il y a d'autres stats où on nous dit qu'entre 89, les gens étaient moins religieux. Hein. Vous remontez les stats et ça nous dit grosso modo que la religion a augmenté aujourd'hui. La religion a augmenté. Parce que, regardez, allez, simplement. Le nombre de la fréquentation des mosquées. La fréquentation des mosquées a augmenté. 89, 7%. 2025, 40%. Donc, il y a beaucoup plus de musulmans qui fréquentent la mosquée. Beaucoup plus que par rapport à 89, si on en juste ces statistiques. Et donc, si on a la lecture débile des apostats à la sauce Jacques Lecon, Cassos débile et tout, on peut dire putain, ils deviennent de plus en plus musulmans et donc de moins en moins tolérants et donc de plus en plus fascistes. Ok. Eh ben, allons sur l'apostasie, qui est quand même leur gros sujet. L'apostasie, l'apostasie. Eh ben, en fait, il semblerait que, au fait, il y a de plus en plus de musulmans qui fréquentent la mosquée et il y a de plus en plus de musulmans qui disent que les gens ont le droit de quitter l'islam. Voilà, j'aimerais bien avoir leur avis sur ça. J'aimerais bien qu'ils me disent comment ça se fait. Là, j'ai fait la mosquée, mais les gens, vous pouvez faire aussi avec la prière. Hein, la prière, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Hein. On n'arrête pas de nous dire que les musulmans sont de plus en plus musulmans, qu'il y a une montée de l'islamisme. Comment ça se fait qu'on nous dit depuis 40 ans, 50 ans, il y a une montée de l'islamisme et que pour autant, par rapport à 89, les musulmans sont beaucoup plus tolérants à l'égard des apostats. Et non, il n'a pas le droit. Moi, je veux bien aussi savoir les musulmans qui disent non, il n'a pas le droit de quitter l'islam. Qu'est-ce qu'ils préconisent, tu vois, quelle est leur interprétation et qu'est-ce qu'ils disent au final. Quand bien même une croyante n'aurait pas le droit de le faire, il le ferait matériellement parlant. La question est complètement conne. Oui. Ça serait aussi de savoir, est-ce que ça veut dire que les gens qui disent qu'il n'a pas le droit, est-ce qu'ils voudraient des sanctions? Qu'est-ce qu'ils entendent par il n'a pas le droit d'apostasier? Je crois qu'il faut un amalgame avec l'époque du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, ou apostasier égale rejoindre le camp des quaristes. Non, mais ça, c'est aussi, Caïs Musique, c'est aussi l'une des grandes questions dans les débats théologiques du moment de qu'est-ce que c'est un koufar? Le fait que tu as des théologiens, tu as des savants qui te disent qu'il ne faut pas confondre la définition de koufar du temps du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, où c'était le temps de la révélation, et ceux d'aujourd'hui.
Mais ça, les gens, c'est plein. Je veux dire, là, on atteint des niveaux de débat que ça sert à rien parce qu'ils sont pas du tout à ce niveau-là. Alors, les moins de 35 ans, bah, 74%. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de voir dans le statistique que les moins de 35 ans ont l'air, si on suit les stats de cette étude, ont l'air d'être beaucoup plus religieux que les plus de 50 ans. Et pourtant, les moins de 35 ans sont plus ouverts à l'idée que les gens ont le droit d'apostasier que les 50 ans ou plus. Putain, quand on sort des idées préconçues et de croire qu'il suffit de lire le Coran ou les hadiths pour comprendre les musulmans, ça devient compliqué. Le monde est complexe. Le monde est complexe. Ça doit leur faire quelque chose. Ça doit leur faire mal quand même. Comment je peux expliquer ça? Mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais ils ne comprennent pas le Coran, ces jeunes musulmans. Mais en fait, vous n'avez pas compris. Effectivement, il y a plus en plus d'islamistes, mais ils ne comprennent pas le Coran en fait. Ils ne comprennent pas le Coran. Sur le profil des musulmans, estimant qu'un musulman n'a pas le droit de rompre avec l'islam. Mais oui, c'est très bien. Faisons le focus sur ça, quoi. Et encore, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. La question, c'est personnellement, estimez-vous qu'un membre de votre religion a le droit de rompre avec sa religion? Alors, la position sur l'application de la charia dans les pays non musulmans. Pour vous, la loi musulmane, la charia, voilà. Déjà, à traduire la charia par la loi musulmane, ça, c'est un débat théologique. Je veux dire, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire la charia. Je veux dire, l'une des définitions, l'une des traductions la plus fidèle à la seule fois où la charia apparaît dans le Coran, ce serait la voie. La voie d'accès à Dieu, la voie à la spiritualité, la voie à la vérité. Mais ce n'est pas la loi musulmane. Ça, c'est un truc qui a été produit plus tard. Mais même toute la charia, c'est déjà, je veux dire, c'est une production humaine. Ce qu'on entend aujourd'hui par la charia, qui serait la loi musulmane, c'est une production humaine. Okay, mais bref, allez, interpréter la loi musulmane par la charia. Et encore, ça, il faut le dire, il n'existe pas la loi musulmane. S'il existait la loi musulmane, comment expliquer que malgré tout, dans tous les pays musulmans, il n'y a pas la même loi qui est appliquée? Donc, il n'existe pas qu'une seule loi musulmane qui serait indépendante du reste et qui s'appliquerait à chaque pays musulman. Pour vous, la loi musulmane doit être appliquée intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit? Ils sont 15%. Et encore une fois, ça dépend. Il faut savoir ce que ça veut dire pour eux, appliquer la loi musulmane. Encore une fois, je ne sais pas pour ces 15% ce qu'ils entendent par appliquer la loi musulmane. Moi, ça serait intéressant. Peut-être que ça va être pour eux de dire je dois faire mon jeûne, je dois faire mes 5 prières par jour, je dois respecter le mariage selon le code musulman. Voilà. Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Appliquer en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. Donc là, moi, je pense que c'est les gens qui se disent il n'y a aucune contradiction entre la charia et les lois de la République, par exemple. Par exemple, la charia va me dire que je ne dois pas voler et les lois de la République vont me dire aussi que je ne dois pas voler. Voilà, tu vois, c'est appliquer en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. Donc 31%, qui est une position qui me semble convenable de se dire moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction et je pense qu'on peut adapter, quoi. Elle n'a pas à s'appliquer dans les pays non musulmans. Donc, tu as quand même 47% des musulmans qui pensent que avec la conception islamophobe de la charia, avec la conception caricaturale de la charia qui serait la loi musulmane, elle n'a pas à s'appliquer dans les pays musulmans. Donc, c'est quand même la moitié des musulmans qui pensent ça et 7% ne souhaitent pas répondre. 46% des Français musulmans estiment que la loi musulmane doit être appliquée dans les... Non, vous vous foutez de la gueule de qui là? Non, mais ça s'est transformé en 46% des Français musulmans estiment que la loi musulmane doit être appliquée dans les pays non musulmans. C'est quel niveau de manipulation ça? C'est tellement grotesque. En fait, ils s'attendaient à ce que personne lise leur enquête là? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, 31%. Oui. Ça veut dire qu'ils mettent ceux qui disent appliquer en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, moi, je pense que la charia, par exemple, on ne doit pas voler, donc voilà. Et même, ça doit être que, en mode, moi, je respecte la charia, c'est-à-dire que je respecte les lois musulmanes, c'est-à-dire que je ne bois pas d'alcool, je ne vole pas, je respecte les règles d'usage de la République. C'est-à-dire qu'eux pensent appliquer la charia dans la société française. Et oui, ça a reculé depuis 2008, oui. En plus, j'avais pas lu la fin de la phrase. Ça a reculé en plus. Mais on a la pire... Quand je vous dis qu'on a les pires frères musulmans du monde,
On n'arrête pas de dire les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. Regardez comment on recule, on n'arrête pas de reculer. C'est-à-dire, ils ne prennent pas en compte la complexité de ce que tu entends par la charia et la complexité des règles qu'il y a dans les pays dits musulmans et qui varient selon le temps et l'espace dû aux conditions socio-économiques, à l'histoire, à la culture, etc. Non, mais c'est cette enquête de teubé, quoi. C'est 46%. Bon, c'est moins qu'en 2008, mais quand même, la montée des frères musulmans. Sur le profil des musulmans estimant que la loi musulmane doit être appliquée. On est quand même à passer de appliquer en partie, c'est-à-dire que par exemple, la charia dit qu'on ne doit pas voler, ce serait bien, non? À appliquer la charia. 59% de... Non, mais c'est vraiment, là, tout est fait pour essayer de faire peur. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'ils ont essayé désespérément de nous effrayer, d'effrayer le français moyen sur la pratique de l'islam. Et au final, non, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. C'est vide, c'est voilou. Tu sens qu'ils essaient ils ont essayé de rafistoler les trucs comme ils le pouvaient. En vrai, le délire frérisme me fait penser au complot comme quoi les juifs contrôlent le monde. Ah bah oui. Ah mais c'est le nouveau complot. Non mais les gens, c'est le judéo-bolchevisme, c'est devenu l'islamo-gauchisme et il y a le complot des frères musulmans aux portes du pouvoir, quand bien même les stats te montrent que c'est n'importe quoi. La préférence entre le respect des lois françaises et les règles de l'islam. Mais déjà, pourquoi vous mettez en contradiction les deux? Sur un sujet important dans votre famille comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous deviez choisir? Mais attends, c'est quoi la différence entre les lois françaises et les règles de l'islam sur l'abattage rituel? C'est si jamais, c'est-à-dire que là, en France, l'abattage rituel n'est pas interdit. Donc, les musulmans sont en train de respecter la loi française avec l'abattage rituel, mais ils leur disent, mais imaginez qu'on interdise l'abattage rituel. Bah, je pense que les gens vont préférer garder l'abattage rituel, effectivement. Et donc, qu'est-ce que vous essayez de prouver? C'est quoi? En fait, d'un coup, vous dites, hey, si jamais la France devenait islamophobe, vous continuez à respecter l'islam? Oui. Oui. Par exemple, je vais dire tout simplement, si la France interdisait le port du hijab dans l'espace public, j'encouragerais à la résistance des musulmans pour porter le hijab dans l'espace public. C'est pas parce que c'est la loi française qu'elle devient forcément légitime. Il faut distinguer légal et légitime. Et illégal et illégitime. L'avortement était interdit en France il y a quoi, 40 ans, même pas? C'est en quelle année l'autorisation de l'avortement? C'est les années 70? Non, c'est combien? Je ne sais plus. C'était interdit en France. Et ben, je pense que les gens qui, malgré tout, pratiquaient l'avortement et s'opposaient dans les actes à cette interdiction avaient raison. Donc, ce n'est pas parce que, en fait, eux, il y a l'idée que les lois françaises, c'est légitime, les règles de l'islam, c'est légitime. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je le dis encore aux athées, il faut rejeter cette logique qu'on essaye d'imposer aux musulmans parce que ça va vous toucher aussi. Parce que le fascisme peut vous imposer de faire des choses qui sont contre votre conscience. Et j'ose espérer, vous les athées de gauche, que le jour où le fascisme vous imposera des choses qui sont contre votre conscience, vous suivrez votre conscience. Je reprends l'exemple de Cédric Herrou. Cédric Herrou refuse de se plier aux lois françaises quand ces lois françaises lui interdisent de venir au secours de personnes réfugiées, de personnes dans le besoin, de personnes qui ont besoin de son assistance. Il refuse de se plier aux lois françaises et il a raison. Et je rappelle qu'il y a un concept de gauche qui est la désobéissance civile. Mais voilà, la désobéissance civile. Et donc, si jamais on interdisait le hijab dans l'espace public, j'ose espérer que vous allez résister et que vous allez manifester pour défendre le droit des personnes musulmanes de porter ou non le hijab. La République a permis Vichy, exactement. Exactement. Alors, la préférence entre le respect des lois françaises et des règles de l'islam. 49% des musulmans choisiraient le respect des lois françaises contre 62% en 1995. Oui, mais par exemple, par rapport à 1995, les musulmans ont vu à quel point les lois françaises peuvent être de plus en plus islamophobes. C'est-à-dire que les musulmans d'aujourd'hui ont vu que, notamment, on veut interdire aux jeunes musulmanes de porter des jupes longues. On veut interdire à des musulmans de porter des barbes. On veut interdire à des musulmans de porter des collants en jouant au foot hors hiver. Donc, effectivement, qu'à un moment donné, ils sont en mode « Oula, les lois de la République, elles deviennent de plus en plus islamophobes. Je ne vais pas forcément respecter les lois de la République. »
C'est ça, c'est comme ça qu'il faut interpréter ce changement de résultat entre 95 et 2025. En 30 ans, le nombre de lois islamophobes qui sont tombées, la radicalisation islamophobe du pays font que les musulmans en France ont effectivement de moins en moins confiance aux lois de la République française. Et notamment, je les vois bien prévoyants avec le risque qui est le Rassemblement national, en fait, qui soit élu et qui dirige la France. Alors là, oui, je ne vais peut-être pas respecter les lois françaises. Proximité à l'égard des différents courants islamistes. Vous-même, quelle est votre opinion sur les islamistes? Bon, déjà, il faudrait définir ce que c'est islamiste. Donnez-moi la définition de islamiste. Par exemple, c'est quoi? Parce que islamiste, en gros, la définition qui serait la plus neutre, ce serait des gens qui s'engagent dans la politique, qui agissent politiquement avec le référent religieux. Et ça existe dans les autres religions. Il y a des juifs qui agissent au nom de la religion juive et qui font de la politique en ayant la référence religieuse. Il y a aussi des cathos qui font ça. Et donc, parce qu'aujourd'hui, maintenant, islamiste, ça veut dire les dangereux, fous du bus, d'extrême droite, Daesh, les frères musulmans, nanana. Ok, il n'y a pas de souci. Ce serait ça, islamiste. Mais donc, il faudrait trouver un mot pour parler des musulmans qui, comme les catholiques, s'inscrivent dans la lutte politique sans nier leurs références religieuses, mais en respectant les lois de la République, en respectant le jeu démocratique. Ce serait quoi le mot? Parce qu'au final, on n'a pas de mot sur ça. On fait comme si ça n'existait pas, comme si ce n'était pas possible pour les musulmans de se présenter et de se représenter et de lutter sur l'espace politique sans nier, voire même en affichant ses affinités religieuses, qui pourraient être de toutes sortes. Donc ce serait quoi le terme? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme... Parce que normalement, ce serait islamisme. Des gens qui agissent politiquement avec des références religieuses. Et peu importe leur orientation idéologique. Et bien là, on fait comme si ça n'existait pas. Parce que le mot islamiste a maintenant été trop connoté dans le sens Daesh. Islamo-gauchiste, oui, mais les gens qui vont dire islamo-gauchiste vont dire que les gauchistes, en fait, il y a une séparation vraiment entre islamistes et gauchistes, et les gauchistes sont les idiots utiles des islamistes. Mais bon, voyons les résultats. Vous approuvez la plupart des positions des islamistes. On ne sait pas c'est quoi les positions des islamistes. Hein. Genre, ils appellent, c'est-à-dire que le sondeur, celui qui fait le sondage, appelle le sondé et lui dit « Oui, bonjour, les islamistes, partagez leur position. Direz-vous que vous partagez la plupart de leur position, seulement quelques-unes de leurs positions, vous désapprouvez l'ensemble de leurs positions ou vous ne les connaissez pas ?» Il y a le gars en mode « Mais c'est quoi leur position en fait? Je ne comprends pas. » C'est pas la question, monsieur. C'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé... Vous désapprouvez la plupart des positions des islamistes, vous approuvez seulement quelques-unes de leurs positions, vous désapprouvez l'ensemble de leurs positions, vous ne les connaissez pas. Non mais, monsieur, c'est quoi la position? Ce n'est pas la question que je vous ai posée, monsieur. C'est débile. C'est débile. Et donc, je veux dire, tu sais pas trop c'est quoi leur position. Vous approuvez seulement quelques-unes de leurs positions. Ce serait peut-être de dire que les musulmans ont le droit de prier. Toi, par exemple, je pense que les islamistes sont en mode les musulmans ont le droit de prier sur leur lieu de culte, sur leur lieu de travail. Et les femmes qui portent le hijab ont le droit de porter leur hijab à l'école, tu vois, au lycée ou au collège. Bah, je partage cette position. Moi, je suis pour que les musulmans puissent prier sur leur lieu de travail et puissent aller au collège ou au lycée avec leur hijab. Donc, dans votre définition à vous, je partagerai seulement quelques-unes des positions des islamistes. Voilà, je veux dire à quel point c'est débile les gens. Et d'ailleurs, là, on nous montre les résultats avec 98. Et avec 98, il y aurait 70% des gens qui désapprouveraient les positions des islamistes, sauf que ce n'était pas islamiste en 98, c'était intégriste. Et intégriste, c'est encore autre chose. Pour moi, islamiste et intégriste, c'est deux choses différentes. Pour moi, intégriste, c'est genre fondamentaliste, celui qui a une lecture hautement littéraliste, profondément conservatrice, réactionnaire de l'islam. C'est ça les intégristes. C'est quand même autre chose que islamiste. 38% des Français musulmans approuvent tout ou partie. Tout. Là, on est passé seulement quelques-unes de leurs positions à approuvent tout ou partie des positions islamistes. Vous auriez. Alors, moi, je vous le formule différemment. 38% des Français musulmans approuvent au moins quelques-unes des positions des islamistes. Ce serait déjà plus honnête que approuvent tout ou partie des positions islamistes. Cette phrase, elle est malhonnête. Oui, quel enfer ce truc. C'est un enfer. Hein. C'est un enfer. C'est vraiment fallacieux cette représentation. C'est pour ça, les gens, il faut toujours s'intéresser quand il y a des sondages qui popent comme ça. C'est toujours intéressant d'aller voir les résultats. Et encore une fois, ces sondages nous renseignent beaucoup plus sur les enquêteurs que sur les enquêtés.
sur les représentations, les imaginaires, les idées sous-tendues par les enquêteurs plutôt que sur les enquêtés. Là, les enquêtés sont obligés de répondre dans le cadre des enquêteurs, avec leur cadre profondément islamophobe, rempli de clichés racistes sur les musulmans. Degré de sympathie à l'égard des différents courants islamistes. Alors, de manière générale, quel sentiment avez-vous à l'égard des frères musulmans? Là encore, il faudrait définir ce que vous entendez par frères musulmans. Qui sont les frères musulmans en France? Quelles organisations vous entendez être des frères musulmans? Parce qu'il n'y a pas officiellement d'organisation frères musulmans en France. Il y a des gens qui sont plus ou moins proches de la tradition des frères musulmans. Je rappelle aussi que les frères musulmans à l'international, ça diffère selon les pays. Les frères musulmans au Qatar ne sont pas les mêmes qu'en Égypte, ne sont pas les mêmes qu'en Algérie et tout. Frères musulmans, c'est trop large en fait comme terme. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Par contre, on voit qu'ils ont de l'hostilité à l'égard du salafisme. 28% ont de l'hostilité à l'égard des salafistes et seulement 9% de la sympathie. 9% des 7% de musulmans en France ont de la sympathie pour les salafistes, pour vous dire. 8% pour le wahhabisme, 8%, takfir 6% et djihadisme 3%. Djihadisme, déjà, ça veut rien dire. Le courant djihadiste, je veux dire, religieusement, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas parler des courants religieux avec comme terme djihadisme. C'est une hérésie. Djihadisme, on vous note que 52% des musulmans ont de l'hostilité au djihadisme. On pourrait dire que là, il y a un chiffre qui se distingue quand même. Il y a un chiffre qui émerge. C'est que 52% des musulmans ont de l'hostilité à l'égard du djihadisme. Et ça serait intéressant d'additionner ceux qui ont de l'hostilité au djihadisme avec ceux qui ont de l'hostilité au salafisme, tu vois. Tu pourrais dire, ah putain, en France, 52% des musulmans ont de l'hostilité à l'égard du djihadisme. Voyons ce qu'ils ont noté, eux. Proportion totale de musulmans affichant de la sympathie pour au moins une mouvance islamiste. Ah, c'est pas du tout orienté, hein. Pas du tout, mais pas du tout orienté, ce sondage. Ah non. Aïe, 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 aïe. Oui, ce cherry pegging, oui, c'est une folie. Hein. Là, ils ont dû dire, putain, comment on peut faire pour dégager un truc islamiste là-dedans, quoi. Et sympathie, qu'est-ce que ça veut dire aussi sympathie, hein? Qu'est-ce que ça voudrait dire sympathie pour ça, hein? Le degré de proximité à l'égard du courant de pensée des frères musulmans. Et plus précisément, où vous situeriez-vous sur une échelle allant de 1 à 10, sachant que 1 signifierait que vous êtes très éloigné du courant des frères musulmans, à 10 que vous en êtes très proche. 52% des musulmans en sont éloignés. Et même, il y a 37% des musulmans de France qui disent qu'ils sont très éloignés du courant des frères musulmans. Et encore une fois, ça prouve aussi que les musulmans ne sont pas imperméables au discours ambiant et que beaucoup de musulmans ne savent pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que aussi, il faut se rendre compte aussi, les gens, des normis musulmans. Et je pense que beaucoup de normis musulmans ne savent pas trop ce que c'est les frères musulmans. Ils ont plus entendu ça à la télé que dans leur vie de tous les jours. Faut aussi mettre ça en tête. Et qu'en fait, ils ont l'image raciste des frères musulmans. Et donc, vont déclarer être très éloignés des frères musulmans. Donc, 52% des musulmans se disent éloignés des frères musulmans. Et il y a 6 qui se disent très proches des frères musulmans. 2%, ok. Donc là, 23% en sont proches. 6 à 10. Voilà, 23% en sont proches. 6 à 10. Waouh. Sachant que très proche, tu pourrais dire que 12% se disent très proches des frères musulmans. Et d'ailleurs, je préfère qu'ils se sentent proches des frères musulmans que du wahhabisme, hein, si vous voulez mon avis. Hein. En tant qu'athée, il faut arrêter de casser les couilles aux musulmans, on voit le projet, oui. Ah ben ça y est, c'est terminé. Bon, ben voilà. Voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion, ça, pour finir sur le péril des frères musulmans qui sont à 2 doigts de conquérir l'islam. Je rappelle, hein, bon, au final, 52% des musulmans sont éloignés de ce qu'on entend par les frères musulmans. Seulement 3% des musulmans ont de la sympathie pour le djihadisme. Hein. C'est 3% des 7,5%. On rappelle aussi ce chiffre incroyable. Là moi, j'ai adoré ça. C'est ouf. 73% des musulmans en France pensent que les gens ont le droit de quitter l'islam. Voilà. Bon, bah, que dire à part... Oui, comme tu dis, le train de savate, c'était bien de la merde.
c'était bien de la merde. Et on voit, et c'est là que tu vois qu'il faut questionner toute la méthodologie. On sent dans tout ce travail qu'ils voulaient à tout prix prouver que les musulmans sont de plus en plus islamistes. Encore une fois, il faudrait donner la définition de ce que c'est par islamiste. Mais là, on est totalement dans une enquête qui ne respecte pas un minimum de déontologie. Et on voit que les chaussettes, oui, j'avais oublié les chaussettes, mais on voit qu'ils avaient un objectif, l'IFOP avait un objectif avec cette enquête, commandée par Écran de Veille, qui est un journal islamophobe, essayer par tous les moyens, à travers les questions posées et ensuite les interprétations prises sur les réponses données et les manières de rassembler les résultats. Ils ont aussi essayé par tous les moyens possibles de prouver que les musulmans sont des islamistes en puissance, entendu islamistes des dangereux qui vont mener la charia et le califat en France, et au final, non. Au final, il faudrait lire cette enquête pour montrer que vous êtes en train de vous matrixer sur rien. Sur rien. Et en fait, ce qu'on retient quand on étudie la position des musulmans en France, c'est que ils vont se dire de plus en plus musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent de plus en plus français et donc légitimes en tant que citoyens français, en tant que personnes habitant sur ce territoire, travaillant sur ce territoire, vivant sur ce territoire, ayant leurs racines sur ce territoire, ayant leurs amis sur ce territoire, ayant leur passé sur ce territoire, ayant leur maison sur ce territoire, ayant leurs amis sur ce territoire, se sentant de plus en plus légitimes à vivre comme ils le souhaitent sur ce territoire. Et il faudra vous y faire les raslards. On est là et on compte bien y rester. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Très bonne conclusion, non ?